Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 443 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la suite de nos bilans avec cette fois-ci les Denver Nuggets. Bilan des Nuggets 2025 avec Jérémy, fan des Nuggets et grand chef de QI Basket bien entendu. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan 2025. Et cette fois-ci, ce sont les Denver Nuggets, bien entendu. Pour parler de Denver, nous recevons quelqu'un qui est le chef d'un site qui s'appelle QI Basket. Il l'a créé avant de savoir qu'il y aurait un génie dans sa propre équipe. C'est Jérémy. Comment ça va, Jérémy ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Bah ça va. Mais c'est vrai un peu ce que je dis, non ? C'est à peu près cette période, 15-16, non, que t'as créé QI Basket ? Bah disons qu'on n'avait pas pris conscience que le gars qui avait une belle efficacité là en sortie de banc, ça allait être le meilleur joueur du monde, ouais, clairement. Il avait déjà été drafté, mais on savait pas que c'était encore Jokic, quoi, pour le coup. Ouais, puis je pense que même quand on a commencé à comprendre qu'il était bon, on n'imaginait pas jusqu'où ça irait, quoi. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est un peu le thème pour l'instant de la décennie, hein, c'est de à chaque fois se dire ah oui, en fait, il peut faire meilleur encore. Ah oui, ouais, c'est ça. En fait, l'année d'après, il est encore meilleur. Et je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Tu vois, si on fait comme on a fait avec toi, hein, le top 100 des années 2010, je pense que si on le fait sur les 2020, ce sera peut-être la première fois qu'on aura un 10 fois MVP. C'est quand même un peu... bon, on verra ça en 2030, on laisse ça pour le futur. À part ça, comment ça va avec tes... Jérémy, est-ce que ça te fait une belle jambe cet été ? Ouais. Bah écoute, comme je te disais, j'ai beaucoup de disponibilité, hein, vu que mon genou ne veut plus fonctionner, donc ouais. Petite blessure en play-off. Tu t'es blessé comme un vrai joueur de play-off. C'est ça, je me suis blessé devant la qualité du Game 1 entre les Knicks et les Pistons. J'ai pas supporté. Ouais, c'est peut-être l'esprit des bad boys de l'époque, hein, qui est venu sur ton canapé et pendant que tu faisais rien, qui t'a cassé le genou, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, à travers l'écran, ouais. Et à part ça, comment ça va au sortir d'une saison où tu te dis, on va en parler hein, peut-être, mais bon, c'est nous qui avons un peu embêté le champion en titre, on aurait pu être champion aussi, hein, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un peu de ça ou pas ? Non, parce que quand tu vois l'état des joueurs pendant le Game 7, tu te dis pas que derrière tu vas faire 2 séries de plus et les gagner. Moi, j'y croyais pas trop. Mais par contre, j'avais très très peur que l'équipe et genre le management l'interprètent comme on n'était pas loin, en vrai, l'année prochaine on repart avec la même équipe et on peut le faire. J'ai eu très très peur de ça et finalement on s'en sort plutôt bien. Ils ont quand même compris qu'on était un petit peu léger pour jouer contre les top teams. Saison en plus assez rocambolesque, hein, avec la fin de saison, Mike Malone viré, David Edelman, le GM aussi viré, Calvin Booth, je crois. C'était un peu plus, c'était un peu Rocky, ce qui colle bien à Denver finalement, au Colorado. Mais bon, Jérémy, vous connaissez, pardon, j'oublie de présenter à chaque fois. Jérémy de QI Basket, bien entendu, le grand site de QI Basket, le podcast qui est lancé depuis 2-3 ans maintenant, qui est quand même bien lancé. 2 ans, ouais. Qui est bien lancé. Des lives aussi Twitch occasionnellement, vous le savez. N5, si tu nous entends, on pense à toi, reviens. Et non, surtout, notamment, tu as écrit un article il n'y a pas longtemps sur Cam Johnson. Cam Johnson. J'allais dire autre chose, Cam Boozer, mais non, Cam Johnson, qui redonne l'espoir aux Nuggets. On va pas en parler aujourd'hui puisque c'est le bilan de ce qui s'est passé avant 2025, mais c'est un peu pour ouvrir sur l'an prochain et sur la suite de Michael Porter Jr. C'était ça. En fait, j'avais fait un long article avant le début de la free agency où j'expliquais que pour moi, il fallait trader Michael Porter Jr. pour espérer se relancer et que j'avais proposé des trades. Et en fait, juste avant la free agency, toutes les possibilités de trade que j'avais mis sont toutes tombées avant que Denver ait le temps de bouger. Et il restait Cam Johnson. Et celui-là, je voulais pas trop y croire parce que tu sais, il y avait un truc autour de Cam Johnson ils vont forcément demander plusieurs tours de draft parce que ça fait tellement longtemps qu'ils auraient pu le trader et qu'ils patientent qu'il doit avoir une vision de sa valeur très élevée. Et au final, quand le trade est tombé, j'y croyais plus trop. Mais pour moi, c'était le trade idéal parce qu'à la fois, tu gardais, on va dire, un 5 de départ toujours aussi consistant et puis dans le même temps, tu t'offrais la possibilité d'aller chercher pas mal de free agents et c'est ce qui s'est passé. Donc ouais, ça pourrait être peut-être le sujet de discussion après le bilan. Disons que ça a été le domino à faire tomber.
c'était soit Michael Porter, soit Jamal Murray. Hein. En termes de flexibilité salariale, c'était un peu les deux gros contrats qui auraient pu apporter un peu de marge de manœuvre, on va dire. Bon, Michael Porter est tombé, ce premier domino, on verra pour la suite. Mais non, ouais, en plus, je suis un peu surpris. Alors, déjà que la franchise bouge à 2 semaines ou 1 mois de la fin de saison, peut-être on en parlera, tu auras des stats là-dessus. Mais non, je sais pas si tu vois, on a un Jokic qui fait la superstar, c'est-à-dire qu'il utilise son pouvoir un peu individuel. J'ai l'impression, en tout cas de l'extérieur, qu'on a un Jokic un peu plus proactif. Est-ce que c'est qu'une impression ou pas ? Je sais pas pendant la saison. J'ai quand même l'impression que. Non, sur la fin de saison, je veux dire. Fin de saison, intersaison, là, actuellement. Oui, voilà, mais est-ce que du coup, je sais pas si c'est la question, mais est-ce qu'il joue un rôle dans l'éviction de Mike Malone ? Je sais pas. Ouais. Par contre, clairement, en tout cas, il joue le jeu en fin de saison et pendant même un peu toute la saison de dire bon, on n'est pas assez deep, il nous faut du renfort, il nous faut un banc et visiblement ça a été entendu et il y a eu un petit doute parce que les déclarations des propriétaires après cette déclaration étaient un peu flippantes où ils avaient même laissé entendre pendant une interview que bon, là ils étaient un peu dans une situation délicate et qu'il suffisait d'une blessure dans le 5 de départ pour avoir à trader Nikola Jokic, quoi. Donc oui. On commençait à se dire ils sont peut-être prêts à pas mettre plus d'argent et à laisser tomber le projet, quoi. Donc ouais. J'ai été assez choqué que les gens soient choqués par cette décla. Est-ce que toi t'as été surpris ou pas ? Elle est sortie du contexte en fait. C'est-à-dire, dans le contexte, il explique que justement il y a un travail à faire, mais je trouvais ça quand même étrange en fait de le verbaliser. C'est ça qui m'a étonné. Bah, je peux comprendre le côté on sait comment marchent les réseaux, t'aurais peut-être pas dû dire ça. Cela dit, je trouve pas ça choquant quand tu connais un peu comment la NBA fonctionne et le mode de construction d'équipe, etc. Bah, grosso modo, voilà, t'as un mec qui va arriver en méga supermax, qui a 30 ans, 31 ans. En fait, le step logique, c'est oui, si la catastrophe autour, tu l'échanges lui, mais enfin bref, moi je trouve ça relativement un peu. Enfin, c'est pas si choquant que ça, quoi, pour le coup. Non, en fait, je trouve que c'est pas si choquant que ça, si c'est dit, tu vois. Enfin, c'est pas dit par le propriétaire, en fait. J'ai l'impression que c'était un peu un aveu de faiblesse de dire on en est presque là. Oui, c'est pas faux. Alors que t'arrives dans ton été peut-être le plus important depuis 3 ans, quoi. C'était ça qui m'avait étonné, surtout. Donc, les bilans 2025, vous connaissez le format peut-être, on fait le bilan équipe par équipe à travers notre format des 10 stats de la saison, donc 5 stats chacun, donc ça fait 10 en tout, et les stats c'est soit des stats un peu intéressantes, même extrêmement intéressantes, soit sinon les stats ont un peu un prétexte pour aborder plein de petits sujets pêle-mêle. Le format tu le connais Jérémy, tu es déjà passé assez souvent sur ce format, donc je peux te lancer sans plus tarder. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces Nuggets 2025 ? Bon, pour la première, je vais faire très classique, mais je pense que ça a été un des sujets les plus discutés sur la saison des Nuggets. Hein, c'est 21e defensive rating à l'issue de la saison régulière. Ouais. Plus de 115 points encaissés pour 100 possessions. Et la pire équipe qualifiée en play-off en termes de defensive rating. Généralement, quand on veut prétendre au titre, on est plutôt dans une logique où on se dit qu'il faut avoir un bon équilibre attaque-défense pour éviter d'être un petit peu trop ciblable. Et là, c'est vrai que la saison de Denver était assez catastrophique dans le registre, véritable incapacité à défendre le cercle. C'est qu'on y reviendra plus en détail après, mais il y avait quand même une impression généralisée de cette équipe de Denver que il n'y avait pas les profils, on n'arrivait plus du tout à compenser les lacunes en protection de cercle de Nikola Jokic, et qu'il y avait, même chez des joueurs qu'on attendait comme des défenseurs plutôt corrects, par exemple comme Christian Brown qui était un bon défenseur, globalement tout le monde déjouait ou sous-jouait défensivement dans cette équipe des Nuggets, et ça mettait la saison dans une situation un peu critique parce que l'attaque était exceptionnelle, mais qu'en fait ça suffisait pas, et que plusieurs reprises tu te demandes si tu veux pas passer par le clean, quoi. Bah, là actuellement effectivement sur l'entièreté de la saison tu es autour d'équipes comme Sacramento, Brooklyn aussi est 23e au defensive rating, Atlanta est 19e autour aussi, Dallas qui a tanké, donc c'est pas effectivement c'est pas une bonne zone, quoi, pour être là-dedans. Et comme tu dis, la dernière équipe, enfin l'équipe compétitive la plus basse classée là-dedans, mais il y a un effet aussi un peu de surprise en un sens, puisque contrairement un peu au narratif peut-être un peu trop simple de Jokic ça défend pas et les équipes de Jokic défendent pas, on sortait d'une année où ils étaient top 10, 9e en defensive rating l'an passé. 2023, paradoxalement, ils sont un peu moyens aussi, l'année où ils vont au titre, mais bon, ils ont été meilleurs en play-off, on va dire. Et c'est il y avait des circonstances surtout. Pas mal de tests en plus cette année-là, de tester un peu des couvertures différentes, donc il y a eu un coup là-dessus. Mais c'est une équipe qui, en fait, grosso modo, depuis le début du cycle Jokic, Mike Malone,
on va dire 2019, 18, vous faites un 16e de finale là, contre les Wolves, vous n'êtes pas en playoff, à l'époque c'était avant le play-in, mais non, mais depuis qu'on commence à faire des edges sur pick and roll, 2019, Torrey Craig, etc., hein, on salue Torrey Craig, mais ça a toujours été à peu près une équipe au-dessus de la moyenne, pas toujours top 10, mais autour de la moyenne, entre la 10e et la 15e place, donc cet aspect 21e défense était à la fois un peu décevant et peut-être un peu surprenant vis-à-vis de l'historique récent de l'équipe où, malgré Jokic et malgré le narratif autour de ça, ça défendait pas mal, quoi, pour le coup, ces Nuggets. C'est ça. Et surtout, il y avait, je trouve, autant un certain laxisme sur l'ensemble de la période en termes de défense de transition, où on savait que Denver avait plutôt tendance à se bouger sur la défense de transition une fois arrivé en playoff. Ouais. Autant c'était vraiment une excellente défense de demi-terrain, régulièrement dans le top 5. C'était le cas, je crois, l'année dernière. Et là, cette année, il n'y avait plus du tout cette faculté-là. Et il y avait, je pense, pas mal d'éléments contextuels qui jouent. Par exemple, Aaron Gordon qui jouait un rôle clé dans la défense. Il a joué toute la saison blessé et clairement que physiquement, on sentait que c'était moins ça que d'habitude. Ouais. Mais la paire de KCP qui n'a pas été remplacée non plus numériquement, pas tant que ça. C'est ça. Et t'avais pas vraiment de relais en sortie de banc dont tu pouvais vraiment attendre du mieux. Et c'est vrai que les joueurs que t'as inclus dans la rotation, que ce soit par exemple Julian Strawther qui partait de très loin en la matière, il compensait pas en fait les départs. Donc le seul joueur qui aurait pu effectivement jouer un plus gros rôle, c'était Christian Braun. Et dans les faits, Christian Braun a été plutôt, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais décevant défensivement sur la saison régulière. Disons que c'est pas un arrière qui va te changer la face de l'équipe, quoi, pour le coup. En fait, c'est surtout un effort collectif pour compenser un peu les limites structurelles de Jokic défensivement, où quand il est sur le terrain, tu es obligé de défendre d'une certaine manière pour un peu le cacher, donc en edge, 2 contre 1 sur le ballon et envoyer un peu la tension et le point de tension de la défense ailleurs, donc c'est un peu au reste à compenser. Mais il y a tout ces schémas d'exécution, les stunts par exemple, boucher la tête de raquette. Ça, Christian Braun, il peut être un élément de la chaîne, mais il peut pas tout changer à lui tout seul, quoi. Mais par exemple, c'est vrai que KCP, pour le coup, avait par sa faculté à traverser les écrans, etc., tendance à être un premier rideau plutôt très qualitatif. Et on avait tous, je pense, l'image d'un Christian Braun qui, dans un rôle beaucoup plus réduit, était quand même un bon défenseur. Par exemple, dans la période du titre, il est en année rookie et il fait vraiment un bon travail. Et là, c'est vrai que cette année, il y avait un peu un effet de déception de se dire, avec un plus gros rôle, il n'arrive pas vraiment à la fois progresser offensivement comme il a fait et tenir le rôle de KCP, entre guillemets, défensivement, quoi. C'est aussi une stat que j'avais, moi, c'était 30e. Peut-être tu sais ce que c'est, peut-être, sans doute. C'est le rang de Denver en défense de transition. C'est voilà, 30e sur 30 Denver, donc c'est pas bien pour le coup. On parle d'efficacité, efficacité de transition, ils sont 15e en fréquence, donc c'est un peu moins pire on va dire, mais 15e en fréquence au général. Cela dit, ils sont quand même quasiment 30e aussi en fréquence de contre-attaque après une paire de balles. Donc en fait, ça perd la balle, personne faisait l'effort de revenir un peu essayer de défendre la contre-attaque. Non mais clairement c'est un peu là où la valeur a bien fuité. Pour moi, c'est ce côté où la transition défensive qui était d'habitude plutôt pas mal et qui est devenue assez cata en fait cette année pour le coup, et pas que, ça n'explique pas tout, la contre-attaque, puisque même sur demi-terrain, tu le disais, il était 5e l'an passé, 17e cette année. Et ça, c'est un peu le constat qu'on peut faire sur la régulière. Et le truc, c'est que je sais pas ce que t'en penses, mais bizarrement, en playoff, c'est quand même redevenu un peu mieux, je trouve. Donc peut-être qu'il y avait un peu cet aspect d'équipe diesel, on va dire, ou équipe de vétérans, équipe un peu vieille, qui a déjà accompli des choses, qui est pas en tout début de cycle, de type, OKC, c'est des jeunes, ils ont encore rien fait, etc. Il y a un côté, voilà, c'est ce genre d'équipe vont chercher des records. Pareil pour, les Warriors à l'époque, 2015-2016, voilà, c'est ce genre d'équipe qui essaye sur l'intégralité de la saison régulière, et ainsi de suite. Moi, je trouve qu'en playoff, ça a quand même été bien moins pire que les chiffres ou l'impression visuelle tactique de la saison régulière, mais c'est vrai qu'au final, je termine et après je te rends la parole, mais on a eu l'impression d'avoir une équipe un peu plus, entre guillemets, banale pour des standards d'équipe de candidat au titre, là où peut-être que l'an passé, ou cette grande équipe des Nuggets par le passé depuis 2-3 ans, dans ses meilleures périodes, il y avait un aspect où c'était une attaque d'élite, voire même presque la meilleure, et puis aussi une défense qui était très solide. Là, au final, ça donnait juste, entre guillemets, plus 5 de net rating, de différentiel attaque-défense, plus 5 par 100 possessions. C'est le 7e meilleur de NBA. Donc, ça va, c'était pas non plus cata. Mais c'est vrai que c'est un peu cette déception défensive qui fait qu'on avait l'impression, et on a eu, je trouve, un peu cette équipe qui a été un peu polarisée, un peu caricaturale de l'équipe offensive qui est pas bonne en défense parce que la contre-attaque, les vis sont pas assez bien resserrés, et même le demi-terrain c'était décevant sur le côté le deuxième rideau pour protéger un peu Jokic et les contraintes de Jokic.
Bah, clairement. C'est pour ça que moi, je ciblais plus le demi-terrain, parce que je trouve que le demi-terrain, c'est un peu l'ossature défensive de l'équipe, et que la Ouais. transition, c'est moins étonnant, je trouve, pour une équipe, comme tu dis, en fait, qui va quand même assez loin en playoff depuis 3 ans, et qui peut être dans une démarche de se gérer en saison régulière. Donc, ça m'étonnait un petit peu moins, mais c'est vrai que, par contre, de ce fait, tu arrivais en playoff, je trouve, avec un statut qui était un peu différent cette année. C'est-à-dire que les 2 années précédentes, tu arrivais avec un statut de favori, et l'année dernière, même si tu sors contre les Wolves, avant la série, les autres étaient plutôt en faveur des Nuggets. Là, cette année, j'avais pas l'impression que tu arrivais avec ce type de statut-là. Et tout simplement parce que tu impressionnes moins. L'équipe a gagné toute la saison sur son attaque. Et défensivement, il y avait beaucoup trop de périodes, quasiment de 3 semaines, 1 mois, où l'équipe déjouait complètement de ce côté-là du terrain. Donc il y avait un sentiment, et je pense qu'il était réel, que Denver était quand même sur une pente descendante cette saison, et je pense que ce ressenti était relativement réaliste, même si effectivement une fois en playoff, et je pense qu'on s'y attendait quand même un peu. Oui, Il y a eu une forme d'effet électrisant d'arriver en playoff et de retrouver une défense qui était plutôt convaincante, pas sur l'entièreté des matchs, mais qui quand même était à un tout autre niveau. Et si tu avais défendu comme ça toute la saison, je pense que tu aurais pu sécuriser ta 2e place et éviter le Thunder au 2e tour, quoi. Presque, enfin pas presque, le problème contre OKC, c'est que t'arrivais pas à marquer sur demi-terrain. Alors heureusement, tu compensais par un peu de rebond, parfois un peu de contre-attaque, et par des fins de match qui étaient pas mal gérées, etc. Mais les scores de demi-terrain offensifs de Denver ont été catastrophiques sur la série contre OKC, mais aussi parce qu'en face t'avais une défense historique pour le coup. Mais tu vois, la défense premier tour contre nos amis les Clippers et puis ensuite le Thunder, c'est quand même pas si mal que ça. J'ai quand même trouvé ça bien, et des mecs que pourtant en régulière je trouvais un peu limite, voire même très décevant, de type Westbrook. Certains passages de deuxième partie de saison de Porter Jr. en SR, c'est pas top. En playoff, j'ai trouvé ça bien mieux. Enfin, t'avais l'impression que mine de rien, on avait un peu retrouvé les automatismes, de Jokic monte haut, mais il faut que le deuxième rideau soit très bien coordonné derrière. Et c'était de nouveau là. Mais voilà, c'est peut-être aussi juste l'aspect, diesel, équipe en milieu de cycle ou en fin de cycle, un peu plus vieille. Donc finalement, il y a peut-être cette nuance à mettre sur ce genre de performance. Mais bon, je trouve quand même que la perte numérique de KCP n'a pas été remplacée défensivement. Westbrook a fait d'autres choses, notamment pour l'attaque. Mais c'est vrai que défensivement, tu passais de KCP et Christian Brown à plus que Christian Brown. Et je me demande si Bruce Brown, qui est revenu, va pas aussi un peu faire du bien l'an prochain, mais on garde ça pour le bilan de l'an prochain, surtout à cette rentabilité. C'est quoi, c'est un minimum, je crois qu'il a signé. C'est un minimum, ouais. Ouais, donc il a pris l'argent, et puis ensuite il revient pour minimum. Il reprendra l'argent l'année prochaine. Donc ma première stat du jour, si tu me permets de la caler, moi c'est 2, puisque j'ai parlé un peu déjà de la contre-attaque défensive 30e. 2, c'est la transition offensive. Mon premier chiffre du jour. Denver était 2e en transition, donc en contre-attaque offensive. Et en fait, je vais en parler plus globalement parce que pour moi, Denver, c'est un peu l'attaque, c'est les rois de ce que j'appelle les marges. Tu sais, donc pas juste le côté demi-terrain, affrontement de jeu posé. Il y a aussi tout ce qui se passe autour. Il y a les contre-attaques, il y a leur rebond offensif, il y a plein d'éléments comme ça, un peu à la marge, comme dit. Et c'est vrai que c'est peut-être une équipe c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe à la marge de NBA. Le seul problème, c'est qu'ils sont tombés contre peut-être la meilleure défense de l'histoire ou de ces 20 dernières années, en tout cas, sur compenser ces marges, de par le playmaking défensif d'OKC, de par parfois aussi la capacité à influencer et à réduire le rebond offensif des Nuggets, de par la transition aussi, où justement, c'était la meilleure équipe de transition de NBA, mais qui a affronté la meilleure défense de transition. Donc il y a juste ce bémol, mais c'est vrai que pour faire un peu le bilan complet de cette année, on a une équipe qui est pas juste très bonne sur demi-terrain, elle va aussi gratter de la valeur un peu partout ailleurs, sur le rebond, sur la transition. Donc j'ai noté un rebond offensif 5e de NBA, on l'a dit, en contre-attaque offensive 2e, aussi au niveau des lancers francs. C'est quand même génial de gagner un peu cette bataille. 4e meilleur de NBA, provocation de lancer franc. Alors que tu sais, en plus, la star, enfin même les deux stars, c'est pas des moteurs de lancer franc. Jokic et Jamal Murray, on peut pas dire qu'ils font partie de l'élite. Donc il y a vraiment cet effort collectif. Et pourquoi aussi ils font beaucoup de lancers francs? Parce qu'ils vont énormément au panier. Peut-être on en reparlera. Finalement assez peu de turnover aussi, parce que beaucoup de ballons transitent par Jokic, qui est relativement propre. Donc turnover, ils sont pas géniaux, ils sont pas élites, mais ils sont au-dessus de la moyenne. Donc ça, c'est bien aussi. Et donc ça fait que au final, tu as une attaque sur demi-terrain qui est déjà très cool, et peut-être on détaillera, mais tu as en plus ce côté marge et ce côté bonus en fait.
Bah clairement, et pour commencer avec la transition, c'était quand même, je trouve, la grosse édition de ces Denver Nuggets version de 2024-2025 parce que c'est une équipe qui était relativement peu enclin à se projeter en transition les années précédentes et on a senti que par on va dire des petits changements dans le roster, d'un coup l'équipe avait utilisé ces changements pour transformer un petit peu sa physionomie offensive. Ça passe par Russell Westbrook par exemple qui sort du banc, ça passe par Christian Brown surtout qui apporte, je trouve, cette faculté à se projeter en transition et qui était je pense le joueur le plus spectaculaire de l'équipe dans le registre et en fait par ces petits ajustements effectivement à la marge, ils ont quand même transformé, je trouve, leur attaque et donc aussi la qualité des points qu'ils ont obtenus. Ils ont trouvé un moyen effectivement de continuer à progresser offensivement alors que en soi l'effectif s'était légèrement dégradé par rapport à l'année précédente. Donc je trouve que c'est une des forces de cette saison et c'était un côté un petit peu encourageant de se dire que l'équipe elle n'était pas arrivée à un point mort où elle n'arrivait plus trop à évoluer mais qu'elle avait encore des marges pour aller chercher du supplémentaire et c'était aussi une belle compensation parce que l'équipe avait encore perdu en capacité à shooter de loin et il le compensait aussi par la transition et c'était fait de manière assez magistrale quoi. Et encore une fois, c'est juste entre guillemets dommage que tu sois tombé contre OKC, la meilleure défense de transition pas de l'histoire mais en tout cas de cette année pour sûr quoi. Donc à part le match 1, en fait le match 1 de cette série, tu te dis bon, qui va gagner entre l'épée qui transperce tous les boucliers et le bouclier qui repousse toutes les épées. C'est un peu le choc des titans quoi. Tu dis il y a forcément un qui va céder quoi. Match 1, tu dis ah ouais, en fait c'est Denver qui prend des rebonds offensifs à foison, qui va au panier, qui prend des tonnes de lancers francs et qui en plus fait beaucoup de transitions. Tu dis mais en fait l'avantage est Denver quoi. Et en fait le reste de la série, tout a été verrouillé de chez verrouillé, les marges ont été réduites voire même supprimées et donc en fait OKC a juste eu besoin entre guillemets ensuite de faire le travail sur demi-terrain et c'était plié quoi. Donc ouais, c'est aussi ça fait aussi partie de l'histoire de la saison, mais bref, tout de même cette équipe qui est déjà 9 sur 10 sur demi-terrain et qui en plus se permettait d'avoir des points bonus. Je peux donc te lancer, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Denver Nuggets 2025 ? On va faire un classique de cette équipe de Denver, c'est plus 20, c'est la différence entre l'offensive rating des Nuggets avec Nikola Jokic versus sans Nikola Jokic. C'est en fait je pense qu'on est habitué, et si vous suivez le podcast de Guillaume, vous avez l'habitude d'entendre ça de toute façon cette équipe des Nuggets, mais mine de rien c'était aussi un des sujets de cette saison encore une fois et qui a fait partie je pense clairement de la raison principale de l'éviction de Calvin Booth, donc le GM des Denver Nuggets, qui n'a pas vraiment souhaité amener de vétérans pendant l'intersaison et a voulu repartir uniquement avec des joueurs draftés, et on a vu clairement les limites de ce choix là parce que ça manquait de solutions en sortie de banc et qu'une fois de plus en fait il n'y avait pas vraiment de relais offensif à la matière. Russell Westbrook, qui je pense avait quand même été engagé dans l'idée d'avoir une sorte de moteur offensif au relais de Nikola Jokic, en fait a été lui aussi extrêmement dépendant de Jokic pour arriver à réussir sa saison, et au final tu avais une équipe qui comme tous les ans était complètement amorphe une fois que le Serbe sortait du terrain, et donc il y a ce différentiel qui est absolument monstrueux parce que 127 d'offensive rating, vous êtes la meilleure attaque NBA, 107 vous êtes la pire quoi. Bon après tu sais que moi les on-off un peu comme ça, je suis pas hyper fan, notamment parce que ces petits filous là de Denver, qui est le pivot backup, c'est DeAndre Jordan. Donc ça aide à faire des beaux on-off quand ton backup est nul. Non mais alors au-delà de ça, pour de vrai, blague à part, même si je suis pas fan des on-off pour de vrai. Mais non, c'est vrai qu'il y a cette impression, et même moi je dirais même pas le on-off en général, même si tu prends un peu les fameux WoWi, with or without you, pas comparé au reste de l'équipe avec et sans lui, mais même par rapport à Jamal Murray, tu sens que en fait oui, il y a deux stars, il y a deux moteurs d'attaque, il y a quand même un qui carbure beaucoup plus que l'autre, j'ai noté, j'ai quelque part, ouais voilà, c'est ça, 126 points par 100 possessions quand les deux sont ensemble sur le terrain, 121 quand il y a que Jokic, donc c'est quand même pas mal, 121, et ça tombe à 113 quand il y a que Jamal Murray. Et encore, Jamal Murray fait une bonne saison, peut-être on en discutera aussi, mais voilà, cet écart on le connaît, et ce qui est un peu marrant, je sais pas, c'est marrant pour moi parce que je suis pas fan des Nuggets, mais tu vois, on avait un peu ces deux visions qui s'opposaient, GM et coach. Parce que d'un côté, tu avais le GM qui disait ben non, mais on a Julian Strawther qui est cool, faut le faire jouer, on a Peyton Watson, on a des jeunes qui vont arriver, quoi. Et de l'autre côté, tu avais Mike Malone qui dit non, mais moi, il me faut Westbrook, quoi. Et moi, je fais jouer plutôt Westbrook, et donc peut-être que le clash est aussi venu de ça, mais
tu vois, par rapport à ça, je me demande à quel point est-ce que la responsabilité est peut-être plus sur un côté Jamal Murray qui est un peu moins bon que les standards de son salaire par rapport à d'autres mégastars, ou plutôt le fait que mince, Strouder s'est pas développé, c'est un peu de sa faute si Denver est aussi dépendant de Jokic, quoi. Tu vois, j'exagère un peu, mais tu vois un peu l'idée, quoi. Ouais, puis moi globalement ce qui m'a gêné c'était l'absence de formule en fait qui fonctionnait, c'est-à-dire que si tu prends les 6 mois de saison régulière, il y a vraiment que peut-être sur la période février-mars où tu as eu l'impression que tu avais réussi à trouver une rotation qui fonctionnait sans Nikola Jokic. C'était le moment où tu avais réaligné Zeke Nagy par exemple. Oui. Et donc tu essayais de faire des séquences avec Peyton Watson Zeke Nagy ou Aaron Gordon Zeke Nagy, et ça marchait pas trop mal. Mais le truc c'est que une fois que on va dire la période de flambée est passée, tu t'es à nouveau retrouvé dans une impasse. Et voilà, c'était plutôt ça que je voulais mettre en avant, c'est que le problème effectivement de cette équipe Denver, c'est que offensivement, c'est à l'arrêt à chaque fois que le Serbe sort. Et pour moi, c'est pas tellement une histoire de backup dans ce cas-là. Ça l'a été à certaines périodes, mais là, à ce stade, c'est vraiment t'essayes de reproduire un système offensif alors que t'as personne pour le jouer, quoi. Donc du coup, t'en viens à faire de l'isolation avec des joueurs qui sont pas exceptionnels dans le registre, quoi. Surtout que le système offensif que tu dois essayer de recréer sans lui, il est quand même extrêmement atypique, hein. Et on va en parler, c'est ma stat d'après, mais en fait c'est juste impossible, quoi, de recréer un peu ce même genre de schéma sans Jokic, parce que c'est à ce point une anomalie, à ce point fort tactiquement sur un peu tous les éléments, etc. Ceux qui connaissent un peu les bilans, on en parle tous les ans, hein, ce côté le passing, comment on appelle ça, la plaque tournante, etc. Donc en plus t'as comment dire, l'attaque est très forte dans un certain registre, mais qui dépend aussi de Jokic. Et en fait, quand tu rebascules sur soit Jamal Murray, soit des mecs en sortie de banc sans Jokic ou Westbrook, finalement, ça devient une attaque un peu plus classique, un peu plus traditionnelle de porteur de balle, de pick and roll. Et c'est vrai que ça a moins de résultats aussi parce qu'il y a pas de shoot autour, peut-être pas assez, peut-être pour juste une attaque classique de pick and roll. Après, ça dépend comment est-ce qu'on veut l'interpréter. En un sens, parce que tu sais, c'est un peu... on dit des méga joueurs, ouais, mais t'es très dépendant de ce joueur-là, c'est un peu un problème. Oui, mais en même temps, c'est peut-être le meilleur joueur du monde aussi parce que tu dépends à ce point de lui. Et que si en fait, avec et sans lui, t'avais aucune différence, ce serait pas le meilleur joueur du monde. Donc en fait, tu sais, c'est un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. Mais c'est juste que là, c'est les proportions qui sont assez terribles, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu des équipes avec des joueurs historiquement forts, que ce soit Luka Doncic, que ce soit LeBron James, arriver, on va dire, à maintenir un plancher acceptable, alors que l'histoire de Denver, là, depuis quelques années, et d'ailleurs, c'est aussi la réussite du run de playoff de 2023, c'est qu'en 2023, tu ressens moins ces absences. Et en saison régulière, le problème c'est que t'aimerais, quand t'as une superstar à ce niveau, être capable de la mettre sur le banc et te dire on va plier le match parce qu'on a 15 points d'avance, mais avec Denver ça n'existe pas, quoi. Et ça c'est un problème. C'était pas dans mes stats, mais tant qu'on est un peu sur la question des on-off, j'ai parlé un peu du fait que le on-off c'est dépendant du backup. Je peux aussi te lancer là-dessus. C'est vrai que ça a été un peu un des points négatifs de la saison. Je passe à des stats d'ailleurs à ce sujet ou pas, sinon on le garde pour plus tard. Mais c'est vrai que le poste de pivot backup, ça a été un peu un échec, hein, la signature de Saric qui finalement ne fait pas grand chose, d'André Jordan qui vient de fêter ses 48 ans, là j'ai vu il y a 2 jours ou hier, je sais plus. Et non mais je blague un peu, et même Zeke Nagy qui à la base était là pour ce projet là, on a remarqué que depuis le mois de février en fait il a été repositionné ailier et ça va mieux, quoi, parce que tu joues à côté de Jokic plutôt qu'à la place de Jokic, donc ça reste un peu un problème énorme de cette saison, non, ce côté pivot backup. Et je pense que c'est extrêmement lié aussi à ce que tu disais juste tout à l'heure, où en fait Denver essaie de répliquer un peu le système Jokic sans Jokic, et tous les recrutements de façon depuis, je pense 2017 même, vont dans ce sens, c'est-à-dire que tu as testé Mason Plumlee, tu as testé Isaiah Hartenstein, là tu as testé Dario Saric en te disant que c'était peut-être le type de joueur qui pouvait aider dans ce type de schéma, et en fait ça ne marche quasiment jamais. Celui qui s'en est le mieux approché c'est Plumlee, c'est dire à quel point... il y a un truc qui cloche, quoi. Donc oui, je pense que Denver devrait essayer de switcher, mais ils n'y arrivent pas. J'ai des bons souvenirs de Plumlee, moi, perso. Moi aussi, j'aime bien. Le tout début à Denver, ouais. Non, mais tu vois, j'étais dans ta team. Ça va alors. Non, c'était pas mal, Plumlee. C'était pas mal du tout. J'aime bien. Mais en plus, les deux pouvaient un peu jouer ensemble parfois. J'ai des bons souvenirs, mais non, mais en plus, le truc, c'est que je peux entendre l'idée mais de toute façon, Jokic, surtout en playoff, il va jouer 44 minutes. Donc, on va pas mettre le prix, on va pas allouer beaucoup de ressources pour aller chercher un pivot qui, en playoff ou même en régulière, va jouer 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ou voire même 15 minutes, pour le coup. Donc, je peux comprendre. Mais en même temps, peut-être que ça vaudrait le coup pour un peu mieux alterner, comme tu dis, et que soit on a Jokic qui joue un peu tout seul, ou en tout cas son style de jeu, mais quand il va sur le banc, et que c'est Jamal Murray qui doit un peu fabriquer son attaque,
ça serait intéressant de lui donner, lui aussi, de bons outils. Du spacing, d'accord, mais aussi un bon partenaire de pick and roll, puisque l'attaque de Jamal Murray, ça va passer par le pick and roll. Ça va pas être en tête de raquette, five out, un peu comme Jokic. Donc, c'est là où je me dis, je peux comprendre, c'est pour peu de minutes, donc t'as pas envie de mettre trop d'argent là-dedans, pardon. Mais peut-être que pour optimiser un peu et régler ce problème de deuxième option et de plan B, peut-être que si t'avais un joueur sympathique de pick and roll, ça pourrait être sympa pour Jamal Murray et pour le banc, en fait, en grosso modo. Je pense aussi, et j'ai l'impression que là c'est un peu le choix qu'ils ont fait finalement à l'issue de la saison, c'est en allant chercher Jonas Valanciunas, j'ai l'impression que t'as quand même un joueur qui est plus utilisable que ce qu'on avait l'année dernière en tout cas, et tu sors un peu de ce truc où tous les ans tu te dis je vais trouver quelqu'un, et à la fin tu mets DeAndre Jordan, alors que ça fait 3 ans que DeAndre Jordan il devrait juste être là pour mettre de l'ambiance dans le vestiaire, quoi. Donc j'ai l'impression que Valanciunas va dans ce sens-là. Je sais pas s'il apporte ce qui manque à cette équipe de Denver, est-ce que tu aurais peut-être voulu défensivement d'un pivot, mais par contre je trouve qu'offensivement ça va peut-être effectivement soulager un petit peu tout le monde, parce que autant que ce soit par du jeu au poste ou par du pick and roll, tu peux quand même faire des choses un peu plus intéressantes avec Valanciunas, quoi. Je pense que tu pourras faire plus. Je pense qu'il peut faire un peu de dribble and off, de jeu de main à main. Oui. Je pense qu'il peut faire un peu de post-up occasionnel. Clairement, ça peut faire partie du truc. C'est un excellent poseur d'écran aussi. Pour Jamal Murray, c'est bien, même s'il n'a pas ensuite la verticalité ou le pop ou le côté menace, mais au moins il pose de bons écrans. CF, la saison avec Zion, aux Pelicans, où il posait de bons écrans pour Zion. Mais clairement, là on se projette un peu sur 26 et pas sur 25, mais pour ramener un peu à 25, ça c'est des possibilités que tu n'avais pas cette année. Quand on voit un peu le bilan de cette année, t'avais rien, quoi. En poste de pivot, t'avais rien. T'avais Jordan qui devait faire acte de présence, en fait. Et qui, mine de rien, la dernière fois que j'ai regardé, donc c'était un peu avant la fin de saison, il avait quand même plus de 500 minutes jouées sur la saison, ce qui je trouve est quand même assez triste, parce qu'encore une fois, je pense pas que c'est ce qui est prévu à la base. Alors t'as peut-être cru en Dario Saric, pour des raisons qui m'échappent un peu, mais t'as peut-être cru en Dario Saric, mais du coup tu as amené à la situation où Dario Saric, pour le coup, n'a presque pas joué de la saison. Pour la défense, hein. Oui, clairement. C'est pas pour l'attaque, c'est pour la défense, sûrement. Ouais. C'est ça, mais du coup, je pense que tu le savais en le prenant, donc c'est là que c'est un peu étonnant. Et du coup, t'en viens à l'idée de Zik Nagy, qui a quand même été re-signé à la base pour 4 ans, donc tu as l'impression qu'il est dans le projet, et au final, comme tous les ans, il a joué l'équivalent d'un tiers, un quart de la saison avant de disparaître, quoi. Et donc, tu sentais que, en tout cas, toutes les options derrière Nikola Jokic étaient proscrites, arrivées à 1 mois et demi des playoffs. Et donc j'étais encore dans la situation où tu disais ok, si on n'arrive pas à faire tourner l'équipe de manière à ce que la rotation Watson, Gordon le tienne sur les intérieurs, t'as pas d'autre option en fait. C'est ça, parce que finalement sur des match-ups un peu importants, Jordan jouait pas, Saric jouait pas, Zik Nagy jouait pas, sauf à la fin de saison où il était ailier. Mais en fait, le vrai backup pivot de Denver depuis 2 ans, j'ai l'impression, c'est Gordon, en fait. Aaron Gordon, et des line-up plus petits, mais qui peuvent poser problème dans certaines séries. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça. C'est pas que pour le pick and roll, je pense que c'est surtout pour le rebond que Valanciunas va aider l'an prochain en cas de série contre les Rockets. À mon avis, c'est un peu ça le plan secret, mais bref, on verra ça l'an prochain. Enfin, c'est une histoire de ces playoffs, c'est que, en fait, tu aimerais avoir à minima la polyvalence pour pouvoir changer de projet de jeu en fonction de l'équipe que tu as en face, et autant contre les Clippers que contre le Thunder, tu n'avais absolument aucune capacité d'adaptation en fait. Une fois que tes premiers schémas défensifs fonctionnaient pas, il fallait que tu survives autrement, quoi. Oui, d'accord. Tiens, ma deuxième stat du jour, moi, restons un peu sur cette attaque atypique. 1 et 30. Peut-être tu sais ce que c'est. 1, c'est la fréquence de le rang au niveau des tirs au cercle, premier de NBA. 30, c'est les tirs, où ça, Jérémy? Exactement. Premier au cercle et 30e à 3 points en termes de fréquence de tir. Donc c'est bien et c'est pas bien, en un sens. Certains disent, ou pourraient dire un peu anti-jeu moderne, puisqu'il n'y a pas beaucoup de 3 points. Donc le jeu moderne, c'est 3 points. On peut dire, ça s'inscrit pas totalement dans ce jeu-là, c'est un peu à l'ancienne, etc. Est-ce qu'on irait jusqu'à dire c'est anti-analytics? Là, pour le coup, je peux me permettre de faire un petit refrain de 2-3 minutes. Je pense que non. Je pense que c'est un peu se tromper que de dire ça, puisque Analytics ne veut pas dire 3 points. Analytics, c'est juste, on recherche la rentabilité la plus grande possible. Et donc, les Analytics nous disent que les tirs les plus rentables, c'est au panier. Donc, en ce sens, tu vois, quand tu as une équipe qui prend qui est à ce point dominante et écrasante au panier, les tirs au panier, les rebonds offensifs et les fautes, tu vois, finalement, en termes de rentabilité et de recherche de rentabilité, on est pas mal. Donc je pense qu'on peut s'épargner un peu ce côté c'est anti-analytics, parce que analytics ne veut pas dire 3 points. Mais non, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que ils sont
en bas de l'échelle de NBA, ils en prennent quand même beaucoup des 3 points. Tu vois, ils sont quand même à plus d'un tiers de leurs tirs qui sont à 3 points. C'est pas comme si ils étaient en décalage total avec tout le reste de la NBA. Donc il y a certaines qui vont gratter, les Boston et tout, ils vont 50% de fréquence à 3 points, d'accord? Mais c'est pas comme si ils étaient tout en total décalage, genre on prend à peine 10 tirs à 3 points par match. Non plus, voilà, ils sont 30e, mais ils en prennent quand même beaucoup. Ils en prennent 30 et quelques par match, des 3 points, chiffre brut si vous voulez. Mais ça fait un peu partie de cette attaque assez atypique, donc notamment 30e, premier en tir au cercle, alors que ils sont 30e sur 30 en termes de nombre de drives par match. Ça, je trouve qu'il n'y a pas plus belle stat pour montrer à quel point cette attaque sort du lot. Le fait qu'ils sont premiers au panier, mais 30e en termes de drive, ça passe évidemment par Nikola Jokic, la plaque tournante. La stat que j'aime bien rappeler un peu tous les ans, premier au nombre de touches de balles par match. Il touche la balle le plus de fois par match de toute la NBA, plus de 100 et quelques. Par contre, premier en nombre de touches par match, mais 175e en termes de secondes passées à chaque fois qu'il a la balle entre les mains. En moyenne, il la garde 2 secondes et quelques à peine. Donc on voit là encore littéralement, vraiment littéralement, cet aspect de plaque tournante. Il reçoit la balle, il la repasse, il la redonne, etc., etc. Ils sont aussi 29e sur 30 en termes de pick and roll, ce qui finalement est assez... Voilà, pour la NBA d'aujourd'hui, c'est une équipe d'élite en attaque qui fait pas de pick and roll, c'est étonnant, mais parce que Jokic est là, donc c'est des jeux à deux, mais c'est le grand qui a la balle, c'est le grand qui fait des jeux de main à main, etc. Mais le pick and roll un peu classique où c'est le porteur de balle qui finit l'action, ils sont 29e sur 30. Et le truc, c'est que je dis ça, tu vois, je dis bon, c'est pas, voilà, le manque de 3 points, c'est pas très grave tant que tu vas à ce point au panier. Mine de rien, est-ce qu'on n'aimerait pas un peu plus de 3 points? Évidemment, enfin pour moi c'est une évidence, c'est-à-dire que je pense que tu as poussé la transition autant comme on le disait tout à l'heure parce que tu savais que ça allait être plus dur sur demi-terrain et ouais. Je pense qu'on a tous été surpris de voir qu'ils arrivaient à finir au cercle aussi bien alors que tu avais quand même un nombre de joueurs sur lesquels tu pouvais te permettre de faire l'impasse qui était encore plus grand que les années précédentes. Parce que Russell Westbrook est arrivé, est un non-shooter, là où Reggie Jackson, qui était un moins bon joueur, mais lui était un shooter que tu pouvais pas laisser seul au large. Parce que tu avais plus KCP et qu'à la place tu as Christian Braun, qui est pas un mauvais shooter en soi, mais qui, vu qu'il prend très peu de tirs, tu peux te permettre d'être un petit peu laxiste sur lui. Et même si, effectivement, l'attaque de Denver a réussi à rester élite et à finir d'autant plus au cercle, donc finalement être encore plus analytics que ce qu'elle était au préalable, on a vu en playoff que moi l'impression que j'ai, c'est que depuis 2 ans les défenses sont en train de vraiment rattraper leur retard sur on va dire l'explosion offensive qu'on a eue depuis la révolution Analytics et Warriors. 3 points. Ouais. Exactement, du 3 points. Et in fine, quand tu arrives dans des grosses défenses comme le Thunder ou voire les Clippers, le fait de pas rentrer tes tirs, là ça devient vraiment disqualifiant. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la fin de série contre le Thunder où il y a absolument rien qui rentre. Et malheureusement, t'avais besoin de ça parce qu'il te restait plus que ça en fait. Les équipes sont devenues trop fortes pour bloquer l'accès au cercle. Et même Nikola Jokic, qui a toujours été exceptionnel pour le faire, je crois que c'est la première série de sa carrière où on s'est dit ah ouais là il y arrive pas quoi. Il y arrive pas. Et là, c'est là que d'avoir, alors bon, Porter Junior qui n'avait pas rentré un tir, c'est pas attendu, mais tout le reste du supporting cast, ça l'était un peu moins. Et effectivement, oui, en soi, t'es quand même moins analytique que ce que tu l'étais par le passé, parce qu'à l'époque, t'aurais peut-être pu t'en sortir un petit peu mieux dans cette circonstance-là, quoi. Disons que le panier et le 3 points sont un peu censés marcher l'un avec l'autre. En fait, l'un complémente l'autre. Enfin, surtout le 3 points. Pourquoi la révolution Mike D'Antoni à la base? Pourquoi ça part de... À la base, le 3 points, c'est pas le 3 points pour le 3 points, c'est le 3 points pour mieux libérer le panier. C'est ça l'objectif principal de Mike D'Antoni au tout début, mi-année 2000. Bon, pas que lui, hein. Plein de coachs, évidemment, sont venus par la suite et même un peu avant. Mais l'idée, c'est voilà, tu as besoin de spacing pour aller à l'intérieur. C'est pas pour prendre ce tir parce qu'il est plus rentable. Le plus rentable, ça restera toujours le panier. Et tu vois, quand on peut voir le profil de tir, moi au final, j'ai pas envie que Denver arrête complètement d'aller au panier pour forcer forcément à 3 points. C'est juste que tu aurais juste besoin de shooters un peu plus respectés et respectables, évidemment, à 3 points. Là, le problème, c'est qu'en fait, les mecs n'étaient pas défendus, presque. Alors, déjà que les défenses modernes vont pas hésiter à abandonner des shooters un peu moyens, voire même parfois un peu bons, pour mieux protéger le panier. Alors, quand tu leur fais ce bonus de on a 3 non-shooters sur le terrain en même temps, c'est beaucoup trop, quoi. Donc au final, il y a ce truc ils prennent beaucoup de long 2, mais ça fait aussi un peu partie de... Voilà, t'as des stars un peu comme Jokic et comme Jamal Murray, c'est normal qu'ils prennent ce genre de long 2 ou de mi-distance au global. Ils prennent beaucoup de tirs au panier contre, on va dire, 28 ou 29 équipes de NBA. Enfin, pas 29, pardon. 27 ou 28 équipes de NBA, ça peut passer ce côté cassage de gueule sans le 3 points.
Là, tu es tombé sur celle qui quadrillait le terrain en termes de défense beaucoup trop, quoi. Donc en un sens, j'aime bien ce côté casser des bouches au panier, les tirs au panier, la fréquence au panier, les lancers francs, les rebonds offensifs, ça fait partie de leur ADN. Mais pour que ça marche encore mieux, il faut tout de même une certaine dose de compétences à 3 points autour, quoi. Même s'ils prennent pas les tirs, au moins qu'ils soient là pour empêcher les aides ou pour punir si l'aide vient en l'occurrence. Mais oui, c'est peut-être le projet et la marge de progression se trouve sans doute là pour cette attaque qui, mine de rien, on l'a pas encore appelé, était une attaque d'élite. Elle a calé contre une défense historique, pas que d'élite mais historique, mais voilà, on parle de tout ça, le côté voilà, tu vois, prendre très peu de 3 points, ça n'a pas tant handicapé que ça Denver durant toute l'intégralité de la saison, voire même sur le premier tour. C'est juste que ça a coincé contre OKC. On avait affaire à une attaque d'élite également, deuxième meilleur de NBA, quatrième meilleur de NBA. Voilà, donc au final, les enfants prenaient des tirs au panier, c'est quand même rentable, quoi. C'est ça. Mais en fait, le ressenti, je pense, et c'est celui de tous les fans de Denver, c'est que t'es une attaque élite en dépit de des embûches que tu t'es mis toi-même finalement dans les pattes, quoi. C'est-à-dire que même dans le recrutement entre 2023, 2024, 2024, 2025, pardon, t'avais des options comme Justin Holiday l'année dernière. C'est pas un joueur que t'allais faire beaucoup jouer, mais une fois en playoff, on a vu que contre les Wolves, qui était aussi une excellente défense, et une défense qui pouvait vraiment protéger le cercle de manière qualitative, tu faisais rentrer Justin Holiday parce que là, t'avais un shooter fiable. Et cette année, il n'y avait pas ces options-là, et l'arrivée de Russell Westbrook, clairement, elle allait pas dans ce sens. Donc il a fait une saison historique à 3 points, notamment dans les corners, mais quand ça finit par ne plus rentrer en playoff, ça faisait beaucoup trop de joueurs, comme tu le disais, quand t'as 3 joueurs en même temps qui sont des shooters pas respectés, voire des non-shooters, tu te mets quand même une belle balle dans le pied quand il s'agit de mettre un panier, surtout maintenant, quoi. Donc c'est un peu l'histoire de cette saison. Quelle est donc ta 3e stat du jour à nous présenter pour ces Nuggets 2025 ? Du coup, vu qu'on en est à cette histoire de tir à 3 points, là j'aimerais bien parler un petit peu d'Aaron Gordon, parce que la saison d'Aaron Gordon, elle est un petit peu, on va dire, à contre-courant du reste de sa carrière. Cette saison, Aaron Gordon est dans le 95e centile chez les Bigs sur le tir à 3 points, donc dans l'adresse à 3 points. Saison historique d'Aaron Gordon qui joue, alors qui était dans une tendance depuis qu'il était arrivé à Denver, où il faisait une transition d'un rôle d'ailier à Orlando vers un rôle d'intérieur, et où d'année en année il allait de plus en plus souvent au cercle et il était extrêmement efficace en la matière. On était toujours au-dessus des 70% depuis 2021-2022, et là pour la première saison il fait un peu chemin inverse, c'est-à-dire qu'il réaugmente le volume à 3 points, qu'il accompagne d'ailleurs une adresse exceptionnelle, parce qu'il shoot à 44% à 3 points sur la saison, ce qui est assez étonnant pour un joueur qui a plutôt été un shooter médiocre, on pourrait dire, toute sa carrière. Et par contre, il fait chemin inverse dans le même temps. À quoi c'est dû je pense qu'on aura des réponses dans les années à venir. Mais dans le même temps, il chute dans l'adresse au cercle et dans la volumétrie au cercle. Donc, saison inattendue, mais saison par contre qui a un record d'efficacité pour lui, il me semble, à Denver. Je voulais en parler effectivement parce que il y a un peu ce côté un peu polarisé et inattendu, parce que bon, il prend plus de 3 points, il les met. Je pense qu'on peut dire que son vrai niveau est un peu en dessous de l'efficacité de cette année, à mon avis. Mais en attendant, il en prend plus. Il en prend plus, comme tu disais. Et de l'autre côté, bon, surchauffe à 3 points sur une année, bon, ça peut arriver, c'est pas grave, ça va revenir à un niveau normal, ok. L'autre côté, par contre, c'est la chute un peu au panier. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Parce que la fréquence un peu a baissé, l'efficacité a baissé. D'ailleurs, la fréquence de quasiment 70% à 47%. Est-ce qu'on est sur un déclin ? Est-ce que c'est juste parce que l'année c'est une année où il était blessé ? Est-ce que c'est tactique ? J'aurais quand même tendance à dire plutôt la faute entre guillemets à la blessure, mais on arrive sur quelqu'un qui, mine de rien, était assez explosif de base, commence à être à quoi, 31, 32 ans, un peu dans ces eaux-là. Non, il a 29 ans pour le moment. Il a que 29 ? Ouais, il a que 29, je t'ai étonné. 2014, ah oui, c'est drafté très jeune, ouais. Non mais bref, je pense que je serais curieux de voir l'an prochain où est-ce qu'on en est en fait, parce que j'aimerais bien voir la version 2026 de les réponses de est-ce qu'on est juste sur une blessure ou juste sur un début de déclin ou d'évolution de jeu peut-être, pour un mec qui a les jambes un peu plus lourdes en fait. Après ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que le contexte n'aidait pas, parce que comme on l'a dit, quand t'as moins de shooters autour, c'est quand même plus difficile de finir au cercle, même si Denver y arrivait toujours très bien. Et effectivement, je pense que le point principal, c'est quand même les blessures.
En tout cas, moi j'espère que c'était la blessure qui fait que il y allait moins et quand il y allait c'était un petit peu plus compliqué parce que mine de rien, Aaron Gordon qui je trouve avait été un joueur qui avait quand même pas mal d'absences, notamment dans ses années à Orlando, a eu Ouais. une carrière quasiment sans blessure hein, à Denver. Il a quasiment jamais été absent et c'est vrai que cette année par contre c'était une saison à trous où il avait une blessure qui était une blessure gênante qui fait qu'il allait jouer 3 matchs, repartir pour une semaine, repartir pour 2 semaines, revenir. Donc il a fait ça un petit peu toute la saison, donc on peut imaginer quand même que cette gêne elle était vraiment réelle et qu'elle l'a vraiment limité physiquement. On espère que l'année prochaine on revienne un peu dans la norme sans pour autant perdre les 44% à 3 points, même si malheureusement ça paraît un peu illusoire quoi. Le truc qui me rassure un peu dans le côté, c'est peut-être juste une blessure, c'est qu'il y a un indicateur qui n'a pas bougé et qui est toujours intéressant là-dessus, c'est l'indicateur des lancers francs. Et en fait, il provoque toujours autant de fautes vis-à-vis de ses tentatives de tir. Le fameux shooting foul percentage, faute provoquée pendant une tentative de tir, est toujours à 16%, ce qui est un score d'élite et qui est en fait dans la continuité de ses scores d'habitude. Donc tu vois, j'aurais tendance à relativiser un peu l'espèce de déclin au panier quand je vois que le lancer franc marche toujours quand même pas mal. Alors que tu sais, d'habitude, c'est un peu, ça passe aussi par les lancers francs, un déclin physique. Tu vas voir des James Harden, des Westbrook, quand ils passent de prime à finalement un peu moins bon parce qu'un peu plus vieux, ça décline aussi de ce point de vue-là. Donc là, l'indicateur lancer franc s'est maintenu, donc je me dis, bon, c'est peut-être juste un peu circonstanciel et il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Mais au-delà de ça, de cette saison offensive un peu atypique pour lui, tu vois, j'étais quand même content de revoir le vrai très bon Aaron Gordon en playoff défensivement parce que tout part aussi de lui. Hein. À l'époque, c'était Paul Millsap, un peu le poste 4 qui était censé un peu chaperonner le second rideau. Et Gordon le fait depuis 3-4 ans maintenant. Et en playoff, j'ai trouvé qu'il a été encore très bon. Quoi. Au-delà du côté, il a mis des tirs un peu, un peu fous sur les playoffs qu'on fait gagner. Ouais. Mais même défensivement, c'était quand même très bon. Quoi. Donc, tu vois, les lancers francs, le niveau défensif, je pense qu'il y a moyen à ne pas s'inquiéter encore, même pas du tout pour Gordon. Oui, d'autant que, il est encore assez jeune, plus que je pense, on pensait tous. Donc, Il fait 30 ans en septembre. 30 ans en c'est septembre, le 14 septembre apparemment. Donc je pense que ce podcast sera publié d'ici là. Je vais quand même pas attendre pour le publier pile pour son anniversaire, mais. Que ton bon état. Donc Gordon, d'ailleurs, c'est quoi son contrat lui, situation contractuelle, tant qu'à faire, on la rappelle. Il est 22 millions l'année qui arrive, et ensuite 31, 34 et une player option à 37 en 2029. Qu'est-ce que je pense que moyen terme, on va le garder, non? Écoute, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, s'il y a un joueur sur lequel il n'y a pas de doute qu'on va le garder, c'est lui, quoi. Hein. C'est-à-dire c'est que, ça, hein. Ouais. autant parce qu'il est extrêmement précieux défensivement, mais parce qu'en plus, offensivement, finalement, il te donne quand même tout ce que tu as, plus que ce que tu attendais de lui à la base. Donc, non, je pense que c'est un des joueurs les plus safe à Denver. Il y avait MPJ, Jamal Murray, et puis beaucoup plus loin, éventuellement, Aaron Gordon. Mais pour moi, c'est un intouchable, quoi, quasiment. Surtout que moi, je le rappelle un peu assez régulièrement, mais moi, je trouve que ça peut paraître contre-intuitif pour certains, mais c'est l'idée, tu sais, le rêve, c'est oui, mais en fait, il faut un spacing absolu et maximum aux côtés de Jokic. Finalement, c'est pas mal d'avoir un mec comme Gordon à côté de Jokic, je trouve, parce que dans la théorie, tu pourrais dire, ouais, plus de spacing, c'est bien. En fait, Jokic est aussi un passeur tellement génial qu'il aime bien combiner avec des mecs sous le panier. Donc, avoir une présence comme Gordon dans le dunker spot, tu vois, moi je trouve que c'est quand même pas mal, quoi. Donc, ce serait intéressant de voir un spacing maximum, éventuellement peut-être un jour, d'accord. Mais je pense que l'option est quand même beaucoup moins pire offensivement que ce que certains peuvent le penser sur le manque d'espace, etc. Parce que le jeu de Jokic est aussi ce genre de passing un peu plus court. Et là, on parle que de ça. Mais il y a tout ce qui est aussi le jeu des marges qu'on a un peu détaillé, c'est-à-dire le rebond offensif, les cuts qui permettent aussi d'être à ce point dominant au panier. C'est pas que des drives, c'est surtout des cuts aussi. Donc les cuts, le rebond, les lancers francs, enfin bref, tout ça. Gordon est totalement dans cette identité-là. Et tu vois, je dis n'importe quoi, mais je sais pas à qui, évidemment, je pense à personne en ce moment. Mais si tu le remplaces par un poste 4 générique qui shoot à 3 points, et qui a juste un peu ce 3 points, je suis pas sûr que tu gagnes au change au final. Je crois que je suis presque prêt à vouloir beaucoup plus garder Gordon parce qu'il apporte beaucoup dans ce jeu des possessions très, très cher à Denver, plutôt que dire non, il faut prioriser le 3 points, prendre un poste 4 qui shoot, mais il va t'apporter un peu de spacing et ce catch and shoot, mais tu vas perdre au rebond, tu vas perdre au cut, tu vas perdre en défense, tu vas perdre au lancer franc, tu vas perdre au panier, etc. quoi. Puis après, dans l'absolu, si c'est pour, on va dire, chercher des séquences comme ça, Denver avait et a toujours, je pense, le matériel pour le faire. C'est-à-dire, si à un moment donné, tu penses que le shoot d'Aaron Gordon est un problème,
t'as quand même jusqu'à maintenant Michael Porter Jr. et maintenant Cameron Johnson qui peuvent très bien évoluer sur le poste 4 avec des joueurs qui shootent autour. Je pense que le problème de Denver, c'était plutôt la redondance des profils justement qui shootaient peu ou pas. Et là, effectivement, tu te compliquais la vie quand il y avait à la fois Westbrook, Christian Brown et Aaron Gordon, quoi. Mais Aaron Gordon en lui-même, il apporte par sa verticalité un spacing aussi. Et d'ailleurs, le spacing, c'est pas vraiment avoir des shooters à 3 points à la base. Le spacing, c'est pouvoir faire bouger la balle et faire bouger les joueurs et accéder au cercle. Donc, je pense qu'Aaron Gordon, au contraire, il est extrêmement précieux offensivement et son efficacité depuis qu'il est à Denver, elle est révélatrice du fait que ça fonctionne, quoi. Bah tiens, puisque tu en parles un peu, moi, ma troisième stat du jour, c'est 6,4. 6,4, c'est les tentatives à 3 points par match de Michael Porter Jr. Et c'est vrai que c'était un peu le spacer de NBA. C'était de NBA, pardon. De cette équipe, c'était un peu le shooter attitré, d'élite, clairement. 6,4 par match, il y avait le volume qui était là aussi. Et finalement, à la fois, je voulais qu'on en parle pour faire un peu le bilan de sa saison, et aussi pour dire, bon, il y a ça à remplacer pour l'an prochain. Mais avant de passer à l'an prochain, moi, j'ai tout de même cette optique de... Je trouve qu'il fait quand même une très très bonne saison, pour le coup. Je sais qu'on lui tape dessus et je peux comprendre parce que gros salaire, donc peut-être qu'on devrait attendre beaucoup plus en termes de création notamment, alors qu'il n'a pas trop ça. Mais je trouve que sa saison est excellente sur le plan sportif et quand on la décorrèle de son salaire, peut-être qu'il ne faut pas, mais faisons-le. Tu vois, hyper efficace, plus 7% relatif à la moyenne en termes d'efficacité au scoring individuel, c'est très bien. Plus la défense aussi, je trouve que cette saison défensive, et de plus en plus, mais cette saison, ce début de saison, pour moi, a été très satisfaisant sur les rotations, sur l'utilisation un peu de sa taille de manière fonctionnelle sur ses rotations. Enfin bref, pour moi, c'est une évolution qui est assez bluffante quand on se rappelle de les années 2019, 2020. Il partait de tellement loin, même 2021, il se fait cibler par Phoenix en playoff sur du jeu off-ball et pas ciblé on-ball, quoi. Et tu vois les progrès qu'il a fait. Alors, ça a peut-être pas duré toute l'année. Effectivement, la deuxième partie d'année est un peu plus moyenne défensivement, mais comme un peu tout le monde, j'ai l'impression. Mais donc, hyper efficace. La défense qui est très cool et on ressent sa taille défensivement désormais. Et ça me plaît. Plus l'aspect de jeu des possessions. Et comme on vient de le dire pour Gordon, il y a tout ça aussi, quoi. Porter, il participe à ce rebond offensif où tu es dominant parce qu'il est très très grand pour ce poste d'ailier. Plus l'aspect des cuts. Quand Porter Junior fait des cuts, c'est pas pareil que quand t'as un mec de 6'6 ou un shooter un peu plus classique qui fait un cut. Il y a aussi sa taille, où on voit sa taille, on voit le côté, Jokic, il tourne autour de Jokic, tu fais la passe, et tiens, il est sous le panier, il y a le défenseur qui est encore sur lui, mais sauf qu'il est plus grand. Donc le cut, l'aspect domination au panier, et enfin, tu vois, tout ça, par exemple, c'est un truc où, certes, Cam Johnson va être payé moins cher, mais je trouve que tu perds quand même pas mal au niveau de ce jeu des possessions, quoi. Rebond, panier, et ainsi de suite, lancer franc. Donc bref, ça, tu peux en parler aussi de Cam Johnson, mais je trouve qu'au final, la saison en soi, sportivement, est quand même très intéressante. Le problème, c'était la flexibilité globale de l'équipe. Donc ça, on est en dehors de son référentiel. Et dans son référentiel, c'était aussi l'apport par rapport relatif à son salaire, au final. Ouais. Je pense que le plus gros problème, de toute façon, depuis plusieurs années avec Michael Porter Jr., c'est le montant auquel tu payes pour l'absence de flexibilité qu'il te donne. C'est-à-dire que en soi, ses saisons sont très bonnes par rapport au joueur qu'il est. C'est un excellent shooter et il l'a toujours été. Il a eu une phase de moins bien en fin d'année offensivement et ça s'est ressenti sur l'ensemble de l'équipe. Je suis d'accord avec toi que c'est un excellent rebondeur et notamment un excellent rebondeur offensif parce qu'en fait, mine de rien, oui, de manière horizontale, il a quand même eu toujours des problèmes. Par contre, de manière verticale, il est quand même assez impressionnant, Michael Porter Jr. Donc il y avait une perte et moi, pour te dire, je crois que c'était vers février, mars ou février, trade deadline, où je disais, mais enfin moi, je pense qu'il vaut mieux bouger Jamal Murray que Michael Porter Jr. parce que ce spacing, il n'y a pas beaucoup de joueurs en NBA qui vont le remplacer, quoi. C'est-à-dire ce niveau de shooting, en fait, c'est peut-être un des 4-5 meilleurs shooters NBA, Michael Porter Jr. Et en plus, il l'est en faisant 2m10. Bon, voilà. Mais après, le problème avec lui, c'est que malheureusement, dans le cadre du nouveau CBA, tu le payais à hauteur d'un contrat max, que ça devenait trop pénalisant de le payer au niveau d'un contrat max, et qu'en plus il y a quand même un problème avec Michael Porter Jr. Je trouve c'est que son apport se transposait un petit peu mal en playoff, et d'ailleurs il y avait une tendance à Denver qui était, on était habitué à se dire on a 3 contrats max mais on en a un, si on a un joueur qui tourne un peu mieux ce soir-là, il va peut-être finir le match à sa place. Et c'était le cas par exemple l'année du titre où Bruce Brown finissait régulièrement les rencontres à la place de Michael Porter Jr. Donc oui, en soi sa saison était bonne, mais le problème c'est que elle n'arrivait pas avec les
progrès offensif, je pense, qui était lié à ce que tu espérais vis-à-vis de son contrat. Et par contre, je suis d'accord que défensivement, enfin, moi, le souvenir que j'avais, c'est en 2021, je me disais, de toute façon, jamais on pourra le jouer, en fait, en playoff. Il est trop mauvais défensivement. Et c'était miraculeux, les progrès qu'il a fait et qu'il continue de faire. Donc, en soi, la saison, je trouve qu'elle est bonne. C'est juste, en fait, c'était le joueur à sacrifier pour pouvoir repartir de l'avant, quoi. Bah, clairement, sur le niveau défensif, quand tu te souviens de ses débuts, moi, j'aurais pas parié sur ça, sur le fait qu'il devienne aussi bon en défense. Et d'ailleurs, je pense que son frère non plus, John T. Porter, n'aurait pas dû parier là-dessus. Mais c'est une autre histoire. Non, mais je comprends un peu. Et d'ailleurs, c'est peut-être un échec de construction d'équipe d'avoir un peu cédé et d'avoir donné ce contrat max en sortie de contrat rookie, parce qu'en fait, je pense que tu aurais pu le sécuriser pour beaucoup moins, en vérité, le contrat de Porter Junior. Parce que tu vois, si actuellement il avait été payé, non pas 38, 40 et ainsi de suite, mais il était plutôt dans le range, à peu près autour des 28, 30, 31, franchement, il y aurait quand même beaucoup moins de critiques. Cela dit, il y en aurait eu tout de même, parce que tu es quand même sur un troisième gros contrat de ton équipe, et qui, en effet, tu vois, je parle de sa bonne saison, bon, on est quand même sur un profil où 81% de ses paniers sont assistés. C'est quand même énorme. Alors, de suite, je mets une nuance parce que, certes, les paniers surviennent sur une assist, mais c'est un peu de création indirecte. C'est-à-dire que, d'accord, c'est assisté, mais tu sais, c'est des jeux de main à main, donc il y a une partie de la création qui est créée. Enfin, c'est un peu à lui mettre à son crédit, parce que c'est pas parce que le mec te donne la balle, Jokic te donne la balle main à main, il faut quand même que tu finisses l'action, même si c'est sur un dribble, quoi. Ou ce genre de choses, ou des cuts. Le cut aussi, d'accord, c'est assisté, le cut, mais c'est quand même toi qui fais une certaine partie de la différence. Donc c'est pas que des tirs faciles, hein, je dis pas ça. Mais tout de même, ça fait quand même très très peu de création pour un mec qui était payé à ce point. Donc je peux entendre, mais j'avoue que je suis un peu, voilà, pour se projeter pour l'an prochain et pour le fit par rapport à Cam Johnson, je vois beaucoup de monde dire, en fait, oui, c'est juste le même, mais payé moins cher. Je suis d'accord que c'est le même type de shooter, d'accord, mais déjà c'est un shooter qui est plus petit. Et tu perds un peu tout ce qui est jeu de possession, voire même parfois la taille en défense. Donc ça, ouais, je me demande un peu, mais on verra pour l'an prochain. En tout cas, ça fait quand même quelques très belles années de Porter Junior dans ce cycle un peu à Denver, en final. Il commence en sortie de banc à peine très timide, et il finit avec ce rôle-là, un élément crucial du titre en 2023. Je pense que c'est quand même une belle première partie de carrière à Denver, en tout cas on peut le dire, quoi. Non, mais d'autant qu'en plus, si tu parles juste de comment sa carrière a évolué, il part d'une situation tellement critique que d'être arrivé où il est arrivé, en étant en plus, mine de rien, un joueur qui se blessait assez peu sur l'ensemble de son passage et qui était vraiment fiable. C'est très très cool. Après, juste pour revenir à ce que tu disais sur le fait que oui, c'est des paniers assistés, mais il y a quand même un peu de création. Je pense qu'aussi un des problèmes avec Michael Porter Jr., c'est que son handle est à ce point mauvais que du coup, en fait, ça finissait quasiment forcément par un pull-up. Et on a espéré qu'à un moment donné, de la même manière que sa défense avait fini par émerger, qu'il y aurait un handle suffisamment fonctionnel pour arriver, justement, à finir, prendre le contact et aller au cercle. Et en fait, c'est une part beaucoup trop marginale de son jeu, ce qui fait qu'il en devient hautement prévisible. Donc quand tu fais ça, par exemple, avec KCP, et que c'est un joueur que tu vas payer peut-être 10-15% de ton cap, ok, mais quand c'est un mec qui en prend 20-25% et que il arrive au prime de sa carrière et il a toujours pas de handle, je pense que c'était vraiment quand même problématique. Je dis pas que Cam Johnson, aussi je suis d'accord avec toi, remplace tout ce qu'il est, mais en même temps aussi, est-ce que Cam Johnson n'est pas un passeur plus dynamique, etc., et que tu vas retrouver ce que tu perds ailleurs, quoi. Eh bien, avançons. Quelle est ta quatrième stat du jour à nous présenter pour ces Nuggets 2025? Alors en fait, je cherchais une stat pour parler de Jamal Murray et j'ai pas trouvé une stat particulièrement représentative de sa saison. Du coup, c'est 25,5. C'est son usage cette saison en saison régulière. C'est le plus faible niveau d'usage pour Jamal Murray depuis la saison post-bulle, donc 2020-2021. Et c'est une saison qui a été hyper controversée pour Jamal Murray, vu que tout a commencé avec son début de saison qui, en réalité, comme tous les ans, était pas terrible. Mais je pense que cette année où tu attendais un rebond de sa part après sa fin de saison régulière l'année dernière qui était pas bonne, ses playoffs qui ont été un peu décevants, le passage où tu te dis ça ira mieux pendant l'été, que tu le vois catastrophique avec le Canada, tu espérais que il utilise la fin de l'été pour revenir fort, et ça a été un début assez mauvais, qu'il a très bien compensé, je crois, à partir de mi-décembre jusqu'à peut-être fin février où il a été excellent.
Mais j'étais effectivement étonné de le voir déjà prendre peut-être encore plus de recul que par le passé dans la création et dans sa volonté de finir par lui-même les actions, quoi. Oui, je suis allé regarder sur les 2 premiers mois, il a 1,08 points par tir sur l'efficacité générale. La moyenne elle a 1,14 ou 15 à peu près. Donc on est quand même bien en dessous de la moyenne NBA. C'est un peu dommage. Mais pour dire, il finit l'année à 1,18. Donc il est grosso modo 6% en dessous du score moyen de NBA sur les 2 premiers mois, et il finit à 3-4% au-dessus du score moyen de NBA, pour dire à quel point la fin de saison a quand même été beaucoup mieux pour le coup, bien plus efficace et bien plus intéressante. Tiens, j'avais un petit chiffre sur lui, moi je peux le donner, après on continue à parler de lui. Moi j'avais 40,4, mais c'est pas un chiffre de sa saison, c'est pas de 2025. 40,4 c'est son pourcentage à 3 points, mais depuis 2023, 24 et 25 tout combiné. Donc 40% depuis 3 ans au shoot. Je ne sais pas si tu es surpris ou pas, mais en fait c'est devenu, et le fait que ça se fasse sur 3 années, ça confirme que c'est désormais un shooter d'élite à mon sens. Et même de surcroît, je rajoute le 40% également cette fois cette année sur les pull-ups à 3 points. Et 40% sur des pull-ups à 3 points, c'est quand même hyper impressionnant parce que les standards sont plus bas. Le tir étant plus difficile, la moyenne elle n'est pas à 35, elle est un peu plus bas sur les pull-ups à 3 points. Donc ouais, je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est devenu un shooter d'élite, ce qui est peu étonnant puisque le shoot étant aussi une partie de mémoire gestuelle, ça vient avec l'âge, sans citer comme à chaque fois Jason Kidd qui est passé de 0 à meilleur shooter à 3 points de l'histoire quasiment, ou 3e meilleur quand il prend sa retraite. Mais voilà, et je pense que c'est venu un peu avec l'âge, et en tout cas ça se stabilise à un très très haut niveau. Alors que je sais pas si tu te souviens, mais bon, il y a la bulle, ok, la bulle et le Covid, mais en fait avant ça, on est sur quelqu'un qui, sur les 4 premières années de sa carrière, 17, 18, 19 et 20, est à peine à 36% à 3 points. Donc on était beaucoup plus moyen. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est clairement élite au shoot. Le problème, c'est que les blessures sont passées par là. Elles n'ont pas affecté le jump shot, mais en revanche, elles ont un peu affecté le drive, où on a cette année un driver qui est en dessous de la moyenne en termes de productivité sur des tirs en fin de drive, d'efficacité, grosso modo, sur le drive. Donc là, il est quand même clairement déficitaire, là où peut-être en début de carrière, il était un peu plus explosif, assez logiquement, bien sûr. Et ce qui fait que, tu vois, le fait d'être aussi moyen, voire même moyen mauvais sur drive, fait que ce magnifique 40% à 3 points ne se manufacture, ne devient au final que un score général, je veux dire, d'efficacité qui est à peine au niveau de la moyenne NBA. Alors qu'il est très bon à 3 points, mais parce que le drive compense un peu dans l'autre sens, quoi. Donc au final, on a encore une saison, comme tu dis, avec un usage qui est pas géant, mais qui est quand même pas mal, sur un profil qui est efficace au niveau moyen, mais pas plus que ça, alors que le shoot pourrait dire, attention, on pourrait avoir affaire à une vraie plus-value offensive, quoi. Clairement. Alors après, effectivement, comme tu dis, le fait d'avoir démarré aussi mal, ça handicape aussi le résultat final. Et je trouve qu'il y a quand même 2 versions de Jamal Murray cette saison. Il y a une version qui arrivait à générer absolument aucun écart, balle en main, qui était la version de début de saison, et quand même beaucoup de mieux arrivé début 2025. Et là, il arrivait quand même un petit peu mieux à finir au cercle, et il arrivait au moins un petit peu mieux quand il prenait des shoots à mi-distance à créer une séparation pour s'ouvrir le tir. Alors après, je suis d'accord avec toi que de toute façon, on peut dire qu'il y a des progrès tout au long de sa carrière sur le shoot. Et là, je vais pas m'avancer, mais il me semble que son profil d'ailleurs, arrivé à la draft, c'était vraiment celle d'un shooter d'élite. En tout cas, d'un joueur qu'on attendait comme devenant un shooter d'élite, et au contraire, un joueur qui était, que ce soit balle en main ou même off-ball, qui n'était pas un joueur très explosif dans la projection vers le cercle. Donc j'ai l'impression que, ok, les blessures sont passées par là, mais c'est presque, tu sais, la version de la bulle, notamment, très explosive de Jamal Murray, qui était presque pour moi étonnante. En fait, j'étais étonné en 2020-2021 de le voir à ce point explosif au cercle, capable d'aller dunker sur des joueurs plus grands que lui, etc. Donc j'ai l'impression que c'est presque une évolution naturelle pour Jamal Murray. Le problème étant que oui, en fait c'est un peu la même histoire que Porter Junior, c'est-à-dire que ce joueur-là, en le payant un contrat max, t'aimerais qu'il ait aussi cette faculté-là à être dans le drive plus efficace, parce que c'est quelque chose qui manque à Denver et qui malheureusement, tant qu'il sera là, continuera probablement de manquer sur les lignes arrière, quoi. Mais je crois que les opinions un peu différentes sur son sujet, et le fait que par exemple les fans de Denver prennent assez mal quand on le critique, c'est que il y a un peu de débat, en tout cas de référentiel, on va dire. T'as le référentiel du joueur, ou quand tu entends des gens le critiquer, tu dis non, il est quand même assez bon, quoi. On va pas exagérer, il est pas nul. Et en effet, je pense que les critiques, en tout cas sérieuses, n'ont jamais dit il est nul.
Le problème, c'est que tu dois un peu comparer, non pas un peu le niveau intrinsèque et lui par rapport à lui, et oui, il est efficace, il a un 3 points, il a un pull-up, etc. C'est plutôt, pour moi, hein, la difficulté de Jamal Murray, c'est quand tu le compares relatif à son salaire et relatif à d'autres deuxième options d'équipe, on va dire, d'équipe championne ou calibre candidat au titre, quoi. Et c'est vrai que dans ce prisme-là, plutôt, je trouve que Jamal Murray est plutôt vers le bas de l'échelle, on va dire, des deuxièmes options des gros candidats au titre. Alors, pas non plus tout en bas, on est d'accord, mais on va dire que tu vois, les différences d'opinion, je pense, partent un peu de là, de certains qui comprennent pas les critiques parce qu'ils disent mais attendez, il est quand même bon en soi, et c'est vrai. Mais de l'autre côté, il y a aussi le truc de d'accord, il est bon, mais en même temps, et en plus, comme tu l'as dit, il y a sans doute redondance, c'est pas que lui, il y avait redondance avec lui et Porter Junior, de mecs qui étaient peut-être un peu surpayés vis-à-vis de la hiérarchie des entre guillemets deuxième option d'équipe et entre guillemets troisième option d'équipe relatif aux attentes, au niveau de création attendu sur ce poste-là, sur cette hiérarchie, etc., quoi. Bah, je suis d'accord. Et je pense qu'en plus, il y a d'autres problèmes qui viennent et qui sont liés au très haut qu'a eu Jamal Murray dans sa carrière. C'est qu'il y a aussi, je pense, pour certaines personnes, l'image de, oui, mais Jamal Murray peut aussi redevenir le joueur de la bulle ou le joueur de la campagne de playoff 2023. Le problème étant que c'est presque, au niveau de sa carrière, c'est des épiphénomènes. C'est-à-dire que 2020, on retient sa grosse campagne de playoff, mais en réalité, je pense que ces statistiques, tu enlèves la série face au Jazz, qui était quand même une défense exécrable sur la ligne extérieure, en fait, tu reviens à quelque chose de beaucoup plus normal. Et effectivement, il y a ce run de 2023 qui est exceptionnel. Le truc, c'est que depuis, il y a des défenses d'un tout autre calibre qui ont émergé à l'Ouest, qui font que probablement que tu ne reproduiras pas ces stats-là face à certaines équipes, et que le fait est que Denver aurait besoin d'une seconde option plus forte. Et comme tu dis, le fait d'avoir à la fois ce problème avec Jamal Murray et Michael Porter Jr. fait que ça se resserrait encore plus sur Jamal Murray, parce que Porter Jr. ne produisait pas grand-chose. Donc c'est de Jamal Murray qui attend ce rôle de second rideau offensif, et malheureusement c'est trop faible. Donc Denver doit soit compenser par une qualité globale d'effectif plus homogène, ce qu'ils ont réussi à faire à certains moments, mais le fait est que oui, la critique de Jamal Murray, c'est juste que c'est même pas un joueur de calibre All-Star toute une saison en fait, ce qui est quand même un problème. Ça peut être vu comme ça, effectivement. Le jamais All-Star, à la fin, il va être payé 57 millions l'année. Alors, quoi que tu sais, maintenant, en NBA, on coupe les mecs à 60 millions de salaire. Hein. C'est pas très grave. Hein. Donc, peut-être que Jamal Murray, malheureusement, va se faire buy-out à terme, je ne sais pas. Maintenant, on s'embête plus avec les contrats. Hein. C'est la mode. Mais c'est ça. L'autre problème que j'ai un peu, et je crois qu'on l'a un peu évoqué et abordé avec les oui et le niveau du banc, c'est que c'est mine de rien un joueur qui est extrêmement intéressant, qui a ce shoot qui devient élite, qui a ce dynamisme aussi, hein, le côté pull-up et le côté un peu pick and roll, qui est très propre, parce qu'il fait pas mal de passes, alors pas des passes avec grosse prise de risque, mais pas mal de passes et très peu de turnover. Tu vois, il fait partie des créateurs à haut volume qui sont en dessous des 10% de turnover percentage, donc c'est quand même très propre. Mais j'ai l'impression, et c'est pas une impression, qu'il est quand même un peu dépendant en termes de... Oui, il complémente très bien Jokic, et peut-être que tout le monde ne pourrait pas le complémenter aussi bien, mais mine de rien, il profite aussi quand même beaucoup, et il joue, et comment dire, une partie de sa valeur vient aussi du fait que sur pas mal de minutes, il va jouer avec Jokic, et que Jokic va aussi lui-même le sublimer et l'optimiser offensivement. Alors que, de l'autre côté, les minutes un peu sans Jokic, on retrouve plus un porteur de balle un peu classique, qui n'est certes pas optimisé d'un point de vue contexte, hein, spacing et partenaire de pick and roll, mais là encore, tu compares avec d'autres joueurs un peu de son calibre, peut-être qu'on peut espérer un peu mieux en termes de création de fond de jeu, en termes de scoring même, sur ces séquences un peu de pick and roll un peu plus classiques sur le plan B de l'équipe en fait. Clairement. Enfin, d'ailleurs, je vois rien de plus à ajouter. C'est juste, effectivement, c'est toute la critique qui est faite à Jamal Murray. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, des fois, de fans de Denver, qui s'offensent un petit peu des critiques qui lui sont faites. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de stars du niveau de Jokic qui ont eu des secondes options de bien meilleur niveau. Et ça changerait tout pour Denver d'avoir effectivement un joueur plus fort que Jamal Murray, quitte à ce que, comme tu dis, il soit moins complémentaire. Parce qu'en soi, en fait, tout le monde est un peu complémentaire de Nikola Jokic à la fin. Mais par contre, que sans lui, il y a un peu plus d'autonomie. Voilà. Même dans des modèles, Kyrie Irving, ce serait presque un fantasme en comparaison, je trouve. Ma quatrième stat du jour, moi, c'est 2,6. Est-ce que ça te parle, 2,6 Non. Est-ce que tu l'avais déjà dans tes stats ou pas? Non, ça fait 2 que je vois pas arriver là. Je me suis dit, peut-être il y avait une chance que tu l'aies. 2,6, c'est le block percentage de Peyton Watson. Et quand on prend les joueurs NBA avec plus de 1500 minutes, donc bref, les joueurs qui ont un peu joué cette saison, hein, pour enlever un peu les temps de jeu irréguliers, descendons un peu le classement des block percentage. Donc Wemby numéro 1, bien entendu.
Walker Kessler, numéro 2, d'accord. Miles Turner, numéro 3. Brook Lopez, numéro 4. Claxton, numéro 5. Peyton Watson, numéro 6. Peyton Watson, qui est un ailier, qui est au milieu de ses pivots. Et puis ensuite, on recontinue. Il y a Alex Sarr, il y a Evan Mobley, il y a Yves Missy, il y a Jaren Jackson, Rudy Gobert, etc. Bon, après, bref, c'est le premier non-big, on peut dire non-pivot, qui est au niveau du block percentage. Cela dit, le block percentage est aussi une stat assez imparfaite à mon sens. C'est plutôt c'est pas génial. Déjà, ça prend pas en compte l'intégralité de la protection de panier, le côté dissuasion, le côté parfois tu défends un tir, il y a pas un contre. Bref, prenons une stat un peu plus pertinente, un peu plus générale, qui est justement à quel point tu affectes les tirs au panier quand c'est un peu toi qui défends la zone. Voilà, ça c'est pas que les blocs, mais tous les tirs au panier défendus. Et donc, sur cette stat-là, il est à moins 7,6. Il inflige en moyenne à l'adversaire, quand c'est lui qui défend plutôt que n'importe qui d'autre, moins 7,6% de perte d'efficacité infligée au panier. Sur les gros volumes de tirs défendus au panier, ou les plutôt pas mal volumes, on va dire, c'est 20e de NBA. 20e de NBA, et les premiers, c'est des Rudy Gobert, c'est des Porzingis. Prenez plutôt cette stat pour la protection de panier plutôt que le block percentage, mais bref. Donc Gobert, Wemby, Porzingis, Anthony Davis qui sont à moins 12, moins 13%, voilà, ce genre de chiffres d'élite. Peyton Watson n'est que, entre guillemets, à moins 7,6, mais en fait, c'est au même niveau qu'un pivot, non 8 sur 10, pas 10 sur 10, mais 8 sur 10, qu'un pivot à la Jarrett Allen. Je pense qu'on a vraiment eu la confirmation cette saison des flashs de l'an passé de ce que j'appelle le dépassement de fonction, où tu as un ailier qui fait pas juste des contres un peu comme ça, mais qui vraiment peut servir de protecteur de panier réellement depuis le poste d'ailier. On a la confirmation de cette saison défensive d'élite et de ses qualités défensives d'élite. Maintenant, quid de l'attaque? Ça va être un peu ça la question à venir pour le futur, mais en tout cas pour le bilan de 2025, ça a été quand même ça la révélation. Bah ouais, et puis je pense que Peyton Watson, du coup, dans le cadre de Denver, c'est un peu le type de joueur, défensivement en tout cas, que tu fantasmes, parce que t'as un big qui est un mauvais protecteur de cercle, et que du coup, l'idée de ta construction depuis le début défensivement, c'est d'avoir des joueurs qui font ce dépassement de fonction, ouais. Tout en ne sacrifiant pas la mobilité. Et Peyton Watson, effectivement, depuis qu'on l'a vu jouer, on se dit, ok, il t'apporte de la dissuasion au cercle, alors que à la base il a la mobilité pour défendre sur des 2, sur des 4, enfin peu importe quoi. Donc très belle saison de ce point de vue là. Malheureusement, on a aussi vu en play-off que son temps de jeu pouvait toujours se réduire malgré ce niveau défensif assez exceptionnel, parce que, comme tu dis, le problème c'est l'attaque, le problème c'est ce shoot qui est encore irrégulier, et le problème c'est cette finition au cercle aussi qui est pas exceptionnelle, c'est-à-dire que quand lui il est défié malgré son explosivité et malgré ses qualités athlétiques, il a pas encore une finition au cercle que je trouve vraiment très fiable, et donc t'as peut-être trouvé un super role player assez bas dans la draft, parce que je crois que c'est un 30e choix de draft, mais malheureusement pour le moment, s'il n'arrive pas à développer son jeu offensif, je sais pas s'il est pas un peu limité quoi. Tu fais bien de parler de l'attaque et les cuts, etc., parce que c'est pas que le shoot pour moi. Le shoot effectivement n'est pas là, mais je trouve que l'attaque en général n'est pas là, le scoring n'est pas là. Si tu vois, dans cette équipe, s'il avait un côté très cut, très puissant, où il pourrait un peu plus s'inscrire dans l'ADN de cette équipe, comme on a dit, l'ADN un peu cassage de bouche, pilonné à l'intérieur, et c'est pas trop le cas, donc c'est un peu dommage. Mais et tu dis aussi le minutage, en effet il passe de 24, quasiment 25 minutes en SR à peine 14 en playoff. Donc cet aspect de malus au shoot notamment est totalement démultiplié en playoff, et c'est un peu dommage. Et je serais vraiment très triste, déjà parce que c'est un de mes chouchous depuis son année rookie, mais je serais très triste qu'il ne développe jamais l'attaque, parce que j'ai pas envie que ça soit un simple joueur un peu gadget quoi. J'aimerais bien qu'il devienne plus quoi. Je pense qu'on a, en tout cas défensivement, l'étoffe largement d'un titulaire NBA, mais pour ça il faut que ça score au moins un peu de panier de temps en temps quoi. Et ce sera peut-être le prochain challenge. Mais en tout cas, défensivement, voilà, comme tu dis, quand tu as un Jokic qui a ce compromis défensif qu'il faut un peu chercher à le protéger et à compenser et à envoyer la balle ailleurs que sur lui, quand tu vas faire Jokic monter sur pick and roll pour que la balle aille ailleurs que sur lui, tu as envie d'avoir des Peyton Watson en deuxième rideau, quoi. C'est presque l'objectif, c'est d'orienter le ballon vers ce genre de joueurs au panier qui puissent ensuite, eux, faire l'action. Et puis d'ailleurs, il est bon en off-ball, mais en on-ball aussi. Tu vois, en défense on-ball, j'aime aussi bien. C'est pas que, c'est pas Robert Covington. C'est pas que la défense off-ball, et puis on-ball, c'est un peu lent ou pas assez bon. J'aime aussi bien le côté switchability. Pardon, je dis un mot anglais qui est très nul, mais le côté polyvalence défensive et la défense sur l'homme.
Bah, la défense sur l'homme, d'autant que la défense sur l'homme, selon les profils offensifs que tu as en face, ouais, c'est exceptionnel. Dès que tu as des joueurs très grands, très longs, tu vois, façon Kevin Durant, il a des séquences défensives qui sont vraiment exceptionnelles. Et à côté de ça, il a aussi la mobilité pour défendre sur des joueurs plus petits et plus dynamiques. Et donc, non, c'est vraiment une très très belle option défensive. Et tout le problème, et c'est ce qui me fait peur même pour l'ensemble de sa carrière, c'est que si il n'arrive pas vraiment offensivement à trouver son rythme dans le contexte de Denver, je vois pas trop où il le trouvera, quoi. Parce que quand il est associé à Nikola Jokic, normalement, même un joueur qui a pas forcément une super finition, il est censé en fait recevoir la balle avec de l'avance ou dans des positions très favorables. Et je pense que c'est pour ça que Christian Braun, par exemple, a fait un tel bon offensif cette saison, parce que d'être associé de manière quasi permanente à Nikola Jokic, soudainement, il devient viable dans des situations dans lesquelles je pense qu'ailleurs il serait pas aussi bon. Et Brown, qui est d'ailleurs un cutter rentable et rentable, intéressant, puissant. Enfin, au niveau cut, il est bon aussi. C'est pas que le shoot à 3 points. C'est sa principale valeur, parce que le 3 points, en soi, il rentre, mais le truc, c'est que il rentre à petit volume. Par contre, sur la finition, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Et il est rendu, je pense, très très bon par le contexte. Et donc, c'est vrai que c'est presque une surprise que Peyton Watson, il n'arrive pas mieux à finir au cercle. Autant s'il tire à 3 points, rentre pas, à la limite, je comprends, mais c'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est que ça fait maintenant 2 saisons qu'il est testé en saison régulière et que là-dessus, il est toujours pas convaincant, quoi. Tu te souviens comment est-ce que le pic arrive chez vous ou pas, Peyton Watson? J'avais l'histoire un peu, je l'avais racontée. Vas-y, je te laisse la main. C'était le salary dump de JaMychal Green. Où Denver envoie un pick 27 et JaMychal Green à OKC qui en échange envoie un pick de deuxième tour. Enfin bref, il y a une histoire comme ça, mais effectivement, et d'ailleurs, on va pas en parler aujourd'hui, mais j'y pense maintenant puisqu'on c'est les jeunes, mais Darren Holmes aussi, non, va jouer l'an prochain. On n'en parle pas parce que le bilan 2025, c'est les joueurs qui ont joué, il n'a pas joué, il était blessé. Mais tu vois, ça aussi, on parlait une des limites pour moi de l'effectif, c'était un peu le manque de profondeur de cet effectif en termes de numériquement, le nombre de joueurs compétents pour jouer pas mal de temps en playoff. Je pense que Darren Holmes, c'est un peu l'ajout gratuit, qui t'a rien coûté, que t'as drafté l'an passé et qui peut être pas mal en plus. Ouais. Écoute, du très très peu que j'ai pu lire sur lui, il y a un shoot, ce à quoi je ne m'attendais pas apparemment. Ouais. Et effectivement, il y a une verticalité qui, de ce qui a été vu sur la Summer League, ce qui est pas forcément très représentatif, a l'air quand même assez impressionnant physiquement. Donc ça peut être un joueur à la Peyton Watson qui te donne aussi le choix éventuellement après. Sur quel profil te convient le mieux. Et juste pour rebondir sur l'histoire du pic, ce trade qui effectivement je crois avait été voulu par Calvin Booth, qui avait repéré Peyton Watson alors que Peyton Watson avait fait une saison catastrophique, je crois, en NCAA. C'est pas à UCLA de mémoire où il joue très peu ou un truc. Ouais, c'est ça. Donc très peu de temps de jeu, vraiment des minutes pas vraiment convaincantes, et pourtant il tape dans l'œil de Calvin Booth, donc il y avait quand même vraiment l'œil. Mais par contre, c'est aussi le trade qui te bloque en fait à Denver depuis 2 ans, parce que le pick 27, c'était pas juste le pick 27, c'était le pick 27 ou le 28 ou le 29. Et du coup, le Thunder en fait bloque Denver en ayant la main sur 3 de leurs picks, sur un des 3 de leurs picks, et donc tu peux pas les trader en attendant que cette cascade ne soit pas terminée. Oui, parce que le pic se reverse sur 2028 s'il ne remplit pas les conditions, ou alors s'il est protégé. Donc la Stepien Rule fait que tu peux pas échanger des choix consécutifs, donc tu peux pas échanger par exemple le 28 alors que tu n'as peut-être pas le 27, quoi. C'est ça. Des trucs comme ça. Donc t'es bloqué, t'es un peu bloqué pour l'instant. Donc je peux te lancer, quelle est ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour ces Nuggets 2025? Bah écoute, on va revenir à la défense pour finir, mais je pense que voilà, une des histoires de la défense Denver, et je pense que si on veut ouvrir sur ce qui a été fait cet été, et notamment l'arrivée de Darren Holmes dans l'effectif, c'est le volume autorisé au cercle, vu que Denver était 4e au nombre de tirs à moins de 1m50 autorisé, mais était aussi 5e à l'adresse autorisée. Donc si Denver veut progresser défensivement, il y a quand même quelque chose d'assez évident, même si par la construction d'effectifs et la présence de Nikola Jokic, c'est quand même une vraie difficulté. Donc tu nous dis 5e pire, pas 5e meilleur. 5e pire, oui, pardon, oui, effectivement. C'est 4e pire et 5e pire à l'adresse autorisée. Ce qui, vu que c'est le tir le plus rentable du basketball, pose un vrai problème défensivement. Oui, après ça c'est
comme dit, hein, il y a un peu ce truc où tu peux pas avoir un schéma en drop, tu peux pas avoir un schéma où Jokic va rester bas par rapport au niveau de l'écran. Alors il le fait, hein, il peut le faire contre des mecs pas dangereux. Contre Chris Paul, je me souviens, en 2023 vous le faites parce que Chris Paul est un peu cramé en 2023. Il le fait régulièrement, hein, même en playoff là contre d'ailleurs contre Williams, Jalen Williams au KC, qui a pas trop le drive, en tout cas pas le côté agressif sur drive. Il s'est resté en drop une partie du temps parce que vas-y, prends ton petit pull-up et nous on est content. Mais disons que il n'y a pas ce lien un peu direct et facile de contrôler la réussite au panier, tu vois, comme une défense Curry Gobert qui dit bon vas-y, juste tu restes en retrait et on va contrôler un peu la zone comme ça très facilement sans trop d'interférences, d'implications, de conséquences. Là c'est vrai que ton schéma qui à la base part du fait que tu dois protéger Jokic, donc tu dois le faire monter et créer des 2 contre 1, comme ça il est un peu caché dans le 2 contre 1. Ensuite, la balle par ailleurs. Mais sauf que il faut que tu compenses derrière, quoi. Il faut que le deuxième rideau soit coordonné. Et comme on a dit un peu tout à l'heure, c'était pas le cas en saison régulière. Le balai des rotations en deuxième rideau n'était pas parfait. Donc je pense qu'il y a un peu ça qui s'est rajouté. Cela dit, tu vois, je me dis peut-être l'an prochain avec plus de jeunes et moins de vétérans un peu à la cool, et en plus avec également Aaron Gordon qui sera là toute la saison. Je me dis peut-être que l'an prochain et sur le cycle à venir à court terme, tu pourras produire des meilleures saisons au panier, mine de rien. Je pense, et puis en fait c'était aussi pour ouvrir sur le fait que ça explique, je pense aussi, pourquoi les Nuggets ont cherché beaucoup par la draft des joueurs comme Zeke Nagy, comme Darren Holmes, comme Peyton Watson. C'est-à-dire cette idée de je peux pas le compenser par mon intérieur parce que à part un backup, et j'ai pas envie d'investir là-dessus, comme tu disais, ma seule option c'est d'arriver à investir sur des joueurs qui par les ailes ou en étant le second intérieur arrivent un petit peu à compenser ça et à aider Jokic à compenser ça. Et donc c'est aussi pour ça que Denver a beaucoup investi sur la draft, parce que vu que ce genre de profils sont très chers, il fallait essayer de le trouver sur un contrat rookie, quoi. Oui, je suis d'accord. Tiens, tu me permets ou pas de caler ma 5e stat du jour? Il m'en reste quand même pas mal, mais il faut quand même qu'on parle de celui-là. Si on parle du bilan en 2025, 28 quasiment, 27,9. Le minutage de notre ami Russell Westbrook cette saison. Il faut qu'on en parle. Ça fait partie de la saison. Et d'autant plus que donc ma stat c'est 28 minutes par match. C'est beaucoup. Clairement, c'est beaucoup pour moi et pas beaucoup dans le sens c'est trop. Ça, on peut en discuter. Mais je suis étonné en tout cas qu'il ait autant joué. Je pensais que ce serait un peu plus un joueur de rotation un peu plus classique, un peu plus bas dans la hiérarchie. Force est de constater qu'il a beaucoup joué. Également parce qu'il y a eu des blessures tout au long de l'année. Quand Jamal Murray n'était pas là, c'est un peu lui qui reprenait un peu le lead non pas d'efficacité, non pas de création, mais au moins il portait la balle. Donc vraiment juste prendre le rôle. Et puis même quand Gordon a été blessé, on s'attendait Peyton Watson va être titularisé peut-être. Et en fait non, c'est Westbrook qui est rentré dans le 5 de départ durant tout le milieu de saison. Donc au final, on a eu un Westbrook qui a quand même beaucoup joué. Et encore une fois, je ne pensais pas qu'on serait à ce point, pour le coup. On avait déjà vu le passage aux Clippers, où en fait, il est extrêmement utile, mais sur des moments où Paul George est blessé, Kawhi est blessé, ou des séries de playoffs où il n'y a aucun des deux, ou même pas James Harden. Et voilà, il y avait un vide. Lui est toujours et même à 55 ans, il sera capable de prendre un gros volume. Donc dans ces cas-là, il est utile. Mais quand tu as déjà des stars en place, on a vu que le minutage aux Clippers en 2024 était un peu réduit. Je m'attendais un peu plus à ça, pour le coup. Et en fait, on a eu un vrai joueur de rotation, alors que je pensais qu'il serait plus à la marge. Je me demande à quel point, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas un peu l'effet Mike Malone, le coach un peu militaire, coach un peu à l'ancienne, qui aime bien ses gars, qui aime bien. D'ailleurs, c'est pas une question de Westbrook qui jouait pas bien ou pas bien. Je crois que c'est Antoine qui en parlait sur Twitter, mais Mike Malone a toujours été le mec qui essayait un peu de diviser son propre vestiaire, quoi. Il avait ses gars et pas ses gars entre guillemets, quoi. Donc bref, mais je pense que Westbrook est totalement le type de joueur qui plaisait à Mike Malone. Comme à une époque, il adorait Will Barton, comme à l'époque, voilà, il a toujours eu un peu ses propres mecs. Et ce qui fait que, on a eu un début de saison tout début de saison en tout cas, où il était un peu joker, un peu en sortie de banc, rôle un peu mineur. Et c'était intéressant. On avait la surprise du jeu off-ball, des cuts à côté de Jokic, etc. Et au final, c'est retombé sur un peu plus un rôle majeur, un volume majeur, tu vois, 26% d'usage. C'est quand même pas mal du tout, quoi. Pour un mec à ce stade de sa carrière, je m'y attendais pas. Donc, comment est-ce qu'on juge un peu la saison de Westbrook côté rocheuse? Il faut dire qu'au début, il y avait quand même un côté où ça marchait très très bien offensivement. Ce qui, je pense, aussi a un peu boosté sa cote dans le vestiaire et donc son minutage. Mais oui, ça marchait très bien parce que, par cette connexion avec Nikola Jokic. Et ça marchait très bien parce qu'aussi son adresse était en tout cas dans son adresse au tir,
était très très élevé par rapport à ses standards de carrière. Plus le fait qu'effectivement il profitait très bien de la connexion avec Nikola Jokic. En fait, il n'avait pas été aussi efficace que ça depuis, quand j'ai écrit là-dessus, je crois vers décembre, depuis je pense ces grosses années à Oklahoma, quoi. Donc du coup, je pense que ça a boosté son rôle, que il comblait bien les absences, parce que mine de rien, défensivement, quand il met les moyens, c'est un joueur aussi qui peut être assez séduisant. Le problème étant que t'aurais aimé, une fois que la machine tourne, et qu'elle se mette à tourner, que son temps de jeu tende à se réduire, sauf que son emprise sur le jeu, son rôle, sont restés très élevés, et ce alors qu'au retour de sa blessure, il a été absent quelques semaines, je crois en début d'année, c'était plus trop ça, l'adresse y compris. Et malheureusement, oui, je pense qu'une des divisions qu'il y a eu dans la saison, c'est le fait que il y a une confiance forcenée en Russell Westbrook, alors que d'autres joueurs plus jeunes et qui auraient bénéficié de temps de jeu et qui auraient peut-être aussi eu des profils un peu plus souhaitables pour cette équipe de Denver, eux n'étaient pas pardonnés s'ils faisaient quelques mauvais matchs. On peut penser à Strover qui effectivement se blesse et ne revient pas dans la rotation de la saison. Ouais. Zeke Nagy qui montre de belles choses et puis qui disparaît sans jamais revenir, pareil, sans trop de raison. Et en même temps, ce côté un peu forcené où Russell Westbrook, lui, a tous les passes droits. Ça a toujours fait partie, je pense, effectivement, de l'ADN de Mike Malone, comme tu disais. Et c'était aussi peut-être une guerre interne qui durait depuis apparemment 2-3 ans à Denver, oui, où c'est ça, un Calvin Booth versus Mike Malone. Il a incarné un peu le duel entre les deux, quoi. C'est pas lui en soi, il a incarné un peu cet affrontement en GM coach. Je pense que c'était un peu la tête de proue de c'est le seul vétéran que tu m'as donné, donc je vais l'utiliser. Si tu m'en avais donné d'autres, peut-être que ce serait différent. Et bon, finalement, la franchise a tranché, et pour autant, le rôle de Russell Westbrook est resté très élevé, et ce, alors que ce qui ressort des vestiaires, c'est quand même que ça se passait plutôt mal pendant les playoffs avec lui. Donc voilà. Ah ouais, ouais, apparemment Aaron Gordon l'aurait sorti après un match du vestiaire parce qu'il le trouvait trop immature. Et il y a eu quelques sorties comme ça autour de l'ambiance un peu autour de Westbrook à la fin de l'année. Donc je suis pas étonné qu'il soit parvenu au final. Et je pense que c'est pas plus mal parce que le problème c'est que quand Westbrook prend trop de place dans une série comme celle d'OKC alors qu'il est en difficulté, c'est pas le genre de joueur qui va s'arrêter de faire des choses, même si elles sont malheureusement délétères pour l'équipe. Donc bon, sorti un peu en demi-teinte, même si au global la saison était quand même, je trouve, surprenamment positive, quoi. La saison est étonnante. Déjà le temps de jeu, je m'y attendais pas, le statut, je m'y attendais pas. Et les résultats sont pas géniaux, quoi, tu vois. C'est pas efficace du tout. Je sais pas combien il est, peut-être 7-8% sous la moyenne, je crois. Enfin, je sais plus, mais c'est pas efficace, ouais. D'accord. Également 18% de turnover percentage. Si vous connaissez pas les stats à l'échelle des valeurs, c'est le 3e pire de NBA sur des gros volumes, sur des gros minutages, pardon, même pas gros volume, gros minutage, c'est le 3e pire. Et si on met un critère de volume à au moins 25% d'usage, c'est le pire, voilà. Mais donc il y a ce côté-là où tu dis bon, c'est pas top, quoi, c'est pas bien. En attendant, tu vois, je suis le plus grand fan de Julian Strawther. Je suis tombé amoureux dès que j'ai vu un match de lui l'an passé, son année rookie et tout ce que tu veux. En attendant, je trouve que tu as eu avec Westbrook un vrai joueur de rotation de playoff que je ne m'attendais pas à ce que les mecs, les Nuggets aient l'an passé. Alors, quelqu'un qui a été largement imparfait, et il y a aussi d'autres moments pendant les playoffs où je m'arrachais les cheveux sur sa prise de décision parfois, ou sur juste la valeur négative du spacing, hein. Mais tu vois, je dis ça vraiment, moi, en tant que grand fan de Strawther, je suis pas sûr que Strawther aurait été capable de t'offrir peut-être autant de sûreté défensive, parce que les playoffs de Westbrook défensivement sont quand même pas mal, je trouve, comparé surtout à sa régulière. Et vraiment, tu avais un mec qui en playoff t'a joué 25, je sais plus combien exactement, mais 25 minutes en moyenne en playoff ou un truc comme ça, un joueur de rotation. Et ça, je m'y attendais pas. Et je trouve que ça n'avait pas été si négatif que ça, voire même il y a eu des bons passages positifs, alors que bon, quand tu fais le bilan global, oui, c'est pas efficace, il y a beaucoup de pertes de balles, les déchets, mais ça on le connaît un peu, quoi. Mais il a aussi, pour moi, fait partie de ce un peu renouveau défensif, et de ce côté, juste, je peux porter la balle, et je peux faire des choses, et je peux jouer, en fait. Je suis un peu viable des deux côtés du terrain pour un certain minutage en playoff. Cela dit, stat un peu amusante, c'est que tu vas un peu, tu sais, il y a des stats un peu pbbstat.com, plein de stats de tracking, etc., pour un peu tout décortiquer. Bref, faisons la cour. Le on-off relatif à Jokic, notamment au niveau des tirs à 2 points, c'est lui qui prend le plus cher avec et sans Jokic sur le terrain. Tu vois, même 2 fois plus la valeur avec Jokic et la valeur sans Jokic sur les tirs à 2 points de Westbrook, elle est carrément le double de Jamal Murray.
et même plus du double de Christian Brown, de Peyton Watson, de Michael Porter, des mecs qui d'habitude profitent aussi beaucoup des cuts et du passing pour leur cut de Jokic. Finalement, Westbrook est celui de l'équipe qui dépendait un peu le plus de ce côté passing de Jokic pour des tirs au panier, qui était un peu un des seuls trucs qui lui restait désormais. Mais voilà, ça me paraît un peu un bilan, on va dire, mitigé, avec beaucoup de négatifs, et je renie pas un peu tout le côté, en playoff, il y a des imperfections, tactiquement il est embêtant, les turnovers, etc. Et oui, il y a eu aussi des bons passages, je trouve, donc je sais pas trop comment juger un peu cette saison, un peu, qui en termes d'ailleurs de rentabilité, qualité-prix, était quand même très bonne, quoi, tu vois, de contrat minimum, faire ça, c'est quand même pas mal, quoi. Bah c'est pour ça que c'est aussi difficile de vraiment le critiquer comme on aurait pu le faire sur d'autres saisons ou par le passé quand il était un joueur avec un statut différent et qui était payé beaucoup plus. Au final, c'est un joueur au minimum qui t'a porté, comme tu dis, 24-27 minutes de jeu avec les défauts qu'on connaissait. Je veux dire, on s'attendait pas à ce que Westbrook à 36 ans se transforme. Donc c'est pour ça, sur la saison régulière, en réalité, j'étais pas tant choqué de le voir utiliser autant, et il y avait pas mal de passages où il faut reconnaître, même en tant que fan, qu'il met une énergie qui est plutôt appréciable. Après, le fait est que en fait, la saison se termine sur la série contre le Thunder, et pour le coup, peut-être que je l'ai vécu émotionnellement plus fort et de manière analytique, c'est peut-être un peu biaisé ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il te massacre dans la fin de série, même dans l'essentiel de la série contre OKC. C'est-à-dire que c'est là où ses défauts deviennent vraiment intenables, parce que mais je pense qu'il a presque 25% de ballons perdus ou plus dans la série contre OKC. Je pense qu'un ballon sur 4, il le perd. Non, mais en fait, pour le coup, on fait un podcast, je crois, au Game 7, juste avant le Game 7 avec Cui, et il était à 24% de ballons perdus. Donc, bon, voilà. Hop, j'ai trouvé, donc contre OKC, il est à, où elle est la colonne, ils disent 17%, non, ça doit être un peu plus. Bon, non, mais il y a des sorties où il est effectivement très très sale, 36-28% de turnover percentage sur les deux derniers matchs, tu vois. Donc la fin de série confirme largement ce que tu nous dis, quoi. C'était très dur, et c'est vrai que après c'est difficile de lui en vouloir dans la mesure où c'était peut-être le seul joueur en sortie de banc qui était à peu près viable avec Peyton Watson. Donc bon. Et peut-être que ça aurait été, comment dire, c'est facile à dire, mais peut-être que ça aurait été sympa, on aurait pu avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la rentabilité, contrat minimum, production, mais peut-être utiliser un peu plus gadget. Tu vois, on aurait peut-être eu le côté bonus, le côté son apport, mais pas la démultiplication, à ce point du malus, s'il était juste autour des 12 minutes par match, en playoff par exemple, sur la série contre OKC. S'il te gêne sur cette série, t'aurais pu peut-être faire appel un peu plus à Strouser ou des mecs comme ça, comme tu dis. D'ailleurs, tant qu'on parle un peu de ces deux ensemble, vu qu'on parle un peu du même spot dans la rotation, j'avais aussi un chiffre 9,3. Bon, tu sais ce que c'est du coup. 9,3, ça concerne Strouser, c'est les tentatives à 3 points par 100 possessions. Et en fait, c'était le premier de l'équipe. Premier taux de l'équipe, donc beaucoup plus que Porter Junior, beaucoup plus que d'autres mecs comme ça. 9,3 tentatives à 3 points par 100 possessions. Et ça m'a choqué parce que en fait, je regardais les stats brutes par match, pas par 100 possessions. Je voyais 4,1 par match. Ouais, c'est beaucoup. Il joue que 20 minutes. Et en fait, dès qu'il était sur le terrain, il était là pour shooter à 3 points, grosso modo. Et en effet, je pense que... Alors moi, je l'aime toujours autant. Je suis très, 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 très fan pour le coup. Mais l'explosion ne sera pas pour cette année, n'a pas été, pour cette année. Saison peut-être un peu décevante, mais si on dit décevant, il y a peut-être une connotation négative, alors que juste il est encore jeune et qu'il va grandir et que ça va venir l'an prochain ou dans 2 ans, quoi, pour le coup. En tout cas, on n'a pas eu l'explosion qu'on aurait pu espérer dans le meilleur des cas. 35% à 3 points, donc le shoot qui, à mon avis, a la capacité d'être un shoot d'élite, clairement. Pour l'instant, on n'est qu'au niveau moyen de NBA, donc beaucoup de volume sur ces minutes à 3 points, mais pas encore trop l'efficacité, c'est un peu dommage. Que 21 minutes par match aussi. On aurait pu espérer mieux en termes de minutage, mais comme dit, peut-être encore un peu frêle. Le problème, c'est aussi la défense. Et tu vois, j'aurais été curieux de voir une saison complète par un autre coach que Mike Malone. Peut-être qu'un autre coach aurait moins pénalisé l'aspect défensif de Strouser, où il est clairement déficitaire. Mais peut-être qu'il aurait pu aider par ailleurs. Et peut-être, je sais pas moi, un Budenholzer ou des mecs comme ça, ou d'autres coachs un peu plus axés offensifs. On aurait vu une saison à 28 minutes par match pour Strouser. Donc peut-être c'est lié à Malone, le temps de jeu, mais la défense à souligner est pas là. Mais peut-être que, je vais en parler aussi, parce qu'on parle de Cam Johnson, peut-être que Strouser aussi. Tu peux essayer d'un peu de recréer l'apport de spacing de Porter Junior, de à la fois Cam Johnson, mais aussi un Strouser qui prendrait plus de galons dans la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on pense de la saison du jeune Strouser à Denver ? Alors moi déjà ce que j'en pense, c'est qu'effectivement il y avait le volume à 3 points qui était plaisant, mais par contre je trouve qu'il n'était pas forcément mis dans les conditions pour prendre déjà ces 3 points de manière idéale. C'est-à-dire que il y a eu déjà l'absence de Jamal Murray en début de saison, il y a eu le fait que Russell Westbrook
finalement, sans Jokic, il t'apportait pas vraiment grand-chose, voire il était plutôt délétère. Et du coup, en fait, Strouver, je sais pas si tu avais remarqué, mais il était quand même beaucoup utilisé comme un joueur, un porteur de ballon de seconde chaîne. Et de fait, il prenait des 3 points assez compliqués, voire en sortie d'écran. Donc pas forcément des situations où tu te dis, c'est un shooter de haut volume, c'est un bon joueur de catch and shoot et je vais le servir sur catch and shoot. Non, Strouver, malheureusement, parce que l'effectif, je pense, était un peu lacunaire, n'était pas mis dans des conditions idéales pour progresser. Ce qui restait plaisant, c'est que dans une équipe qui manquait de tir à 3 points, lui, il n'hésitait pas à tirer à 3 points. Et je pense que toi comme moi, c'est ce qui nous plaisait dans le profil, c'est qu'il y avait un côté, peut être effectivement un shooter d'élite, mais en plus, n'hésite pas à décocher dans un effectif qui manque un petit peu de ce type de profil-là. Mais malheureusement, oui, à ce stade, l'adresse, elle est peut-être au moins 3% ou 4% en dessous de ce que tu aimerais du profil qu'il t'apporte. Et je suis pas désespéré que ça arrive. Et je suis pas désespéré non plus que la défense pour laquelle il est critiqué progresse, parce que je le trouve quand même assez volontaire et je trouve qu'il est plutôt mobile. Donc ouais, j'ai de l'espoir qu'il finisse par devenir un joueur de rotation intéressant chez les Nuggets. Moi, je le trouve aussi assez intelligent dans la défense collective. Donc, il peut se faire enfoncer très facilement en poste bas ou par des plus gros en playoff, on l'a vu. Mais collectivement, je trouve que c'est pas un mec qui va rater des rotations. Il peut peut-être faire la rotation, mais pas faire l'action, parce qu'il est pas assez grand ou pas assez puissant, mais plutôt intelligent. Mais tu vois, tu parlais de ça, le côté rôle offensif. Pour moi, la version Strouver porteur de balle, comme tu dis, pour moi, c'est un peu le moyen ou long terme. Je pense qu'il peut être ça. Moi, j'aime beaucoup le dribble, j'aime beaucoup le profil athlétique aussi. Alors, pardon, peut-être ça va pas te rassurer, mais il me rappelle un peu Jordan Poole, moi, personnellement. Donc, c'est peut-être pas rassurant pour toi. Mais non, dans ce côté, ouais, voilà. Celle-là a été pas mal. D'ailleurs, contre où elle a été pas mal aussi. Il y a une série de playoffs où il est en feu contre les Nuggets, il me semble. Mais non, bref, moi, je pense qu'à terme, il peut être un porteur de balle. C'est plus que juste le petit Bryn Forbes, le petit Sam Merrill, quoi. Mais, tu vois, sur cette année-là, il a fait 50% de ses minutes avec Jokic, 50% sans Jokic. Peut-être que on aurait pu avoir, ou j'aurais voulu pour l'instant à court terme, plus des minutes avec Jokic pour plus utiliser un peu la finition plus que la création, parce que même les séquences où il était sans Jokic, en fait il y avait Westbrook qui avait la balle, donc c'était même pas de la création pure, il avait ses propres sets, c'était un peu mince, l'action marche pas, la balle revient sur toi, crée un peu à partir de rien, quoi, et avec 10 secondes restantes à l'horloge, etc. Donc c'est pas pareil, mais voilà. Juste sur le fait que effectivement c'est un porteur de balle qui peut devenir viable, c'est que moi je le trouve très fluide balle en main. C'est juste qu'en fait dans le contexte, dès que Jamal Murray a été absent, on s'est retrouvé dans une situation où en fait c'était presque lui le porteur de ballon principal du banc, parce que vu que ça marchait pas avec Russell Westbrook, souvent c'était on donne la balle comme tu disais en cours de possession et essaie de créer quelque chose. Et là je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Mais je suis d'accord avec toi par contre que sur le moyen long terme il y a quelque chose à développer là-dessus aussi, quoi. C'est un joueur qui peut être assez complet offensivement. Voilà pour nos 10 stats de la saison, peut-être un peu plus même, on a réussi à en caler un peu plus. Est-ce que tu as encore des stats bonus? Est-ce que tu as encore des sujets dont tu voulais parler à la fin, dont on n'a pas encore parlé? On n'a pas parlé de Zekenaji, mais bon, pas grand-chose à dire peut-être, à part le repositionnement en ailier. d'Andre Jordan, peut-être une stat sur Jordan ou... Non, j'ai dit il a joué 500 minutes, je trouve ça beaucoup trop. Disons qu'il y en a 495 de trop, peut-être. C'est ça, je ne sais pas. Jalen Pickett d'ailleurs qui a joué un peu sur la fin de saison, petit meneur de poche, sympathique mais bon, plafond un peu limité, on va dire. En fait c'est cool en saison régulière, mais est-ce que tu arrives à te projeter comme je le fais jouer dans des séries de playoffs, et là de suite pas trop. Donc du coup c'est un peu, Zekenaji comme lui je les ai pas trop intégrés parce que j'ai l'impression que il n'y a pas assez pour en dire grand chose pour le moment, et je suis pas sûr que malheureusement ils aient des rôles à jouer sur le long cours à Denver, quoi. Vlatko Cancar, 13 matchs à peine, lui qui a fait une saison blanche l'an passé à cause des blessures, et qui est parti, je crois il est parti, ça y est, c'est fini la période à Denver, qui restera pour moi un peu, non pas un what if énorme, c'est pas James Harden à OKC, mais c'est quand même un peu une déception, parce que sur les minutes où on le voyait, il était quand même très sympathique, et les blessures ont un peu déraillé, je trouve, sa carrière au moment où ça aurait pu décoller, vers 2023 là. Il se blesse en début 23, donc il est pas là du tout en 24. Je suis un peu déçu finalement de ce qu'on a vu, parce que j'aimais vraiment beaucoup Cancar, moi. J'étais pas gêné quand même par son profil athlétique. T'avais l'impression que défensivement ce serait viable sur, tu vois, un rôle régulier? Je pensais que c'était un joueur NBA, voilà. Et ça n'a pas été un joueur NBA. Donc tu vois, mes standards étaient plus bas que le niveau All-Star. Je te rejoins. Même comme un joueur, tu vois, une 8e ou une 9e rotation, j'étais même pas sûr, tu vois. Parmi les jeunes, là, Trey Alexander, bon, pas grand chose à dire non plus. Non, par contre, on peut pas finir le podcast. T'imagines, on a parlé des Nuggets pendant 1h30.
on n'a pas cité Jokic, en tout cas pas en détail. Donc on peut le dire, Jokic, cette saison, 115 de true shooting plus, donc plus 15% d'efficacité relatif à la moyenne, plus 15% par rapport à la moyenne. Voilà, pour vous dire, c'est pas autant qu'il a pu faire par le passé. C'est-à-dire que les dernières années, là, si j'avais retrouvé la page, voilà, c'est ça. 22-23, ça meilleur, ouais. Il explose. Il passe un step pour devenir historique, et pas juste à l'NBA First Team, mais historique en 2021, 113, donc plus 13%. On s'est dit, waouh, c'est incroyable. 2022, hop, plus 17, waouh, c'est incroyable, il a atteint son pic. 2023, plus 21%. Il y a, à ce volume-là, il y a, comment dire, 8-9 saisons à peu près dans l'histoire qui ont cette efficacité. Voilà. L'an passé, un peu déception, hein, seulement plus 12. Tu vois, il y a seulement à peu près 35-40 saisons qui sont de ce niveau-là dans l'histoire. Hein. C'est un peu décevant l'an passé, hein, seulement plus 12. Et là, plus 15, évidemment, je rigole, plus 15, voilà. Bref, on est quand même sur des zones assez historiques. Et encore, tu vois, là, je parle de... Parce que moi j'ai mon petit tableur hein, depuis 40-50 ans, toutes les saisons individuelles qu'on a, et je te dis, c'est des zones où à chaque fois, tu as, selon hein, quand tu dépasses les 120, les plus 20% d'efficacité relative à la moyenne, tu es dans une zone où il n'y a même pas 10 saisons. Quand tu es au 115, bon, il y en a un peu plus, peut-être, on va dire une trentaine, mais sur ces 30, je crois qu'aucun n'a l'impact de playmaking qu'a Nikola Jokic en plus, quoi. Parce que là, on parle vraiment de volume de responsabilité, le volume de basketball référence, qui est du volume de scoring. Donc, tu vois, quand on compare à des saisons à 115 de Durant, quand on compare à des saisons, alors tu me diras, Harden, il y a un peu de playmaking, mais un playmaking peut-être encore moins fluide et valuable peut-être que Jokic. Mais quand on compare avec, je sais pas qui c'est, enfin des mecs comme ça qu'on. Harden et LeBron, non, qui sont là-dedans de toute façon. Ouais, mais encore LeBron était un peu peut-être au niveau de Jokic ou pas loin niveau playmaking, mais tu vois des Karl Malone qui a fait ça, des Abdul Jabbar aussi qui étaient dans cette zone-là. Voilà, je pense que Jokic est peut-être parmi ces mecs qui ont atteint l'élite de l'élite en termes de scoring et d'efficacité sur des grands volumes. C'est peut-être aussi en même temps celui qui a le meilleur passing. Donc voilà, il fallait quand même qu'on finisse sur Jokic quand on parle de bilan de Nuggets, mais on peut s'arrêter là sur ce génie. Ça te va, Jérémy? Oui, je pense qu'on en a assez parlé de Nikola Jokic. C'est juste, alors, il a encore fait une saison, en tout cas offensivement, qui est exceptionnelle et on commence à être habitué, quoi. On en parle tellement toute l'année qu'on n'a même pas pensé, nous, à en parler en détail aujourd'hui, mais parce que voilà, on en parle tout le temps de Jokic, donc pas besoin de repréciser. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy, d'être passé sur le Basket Lab pour ce bilan des Nuggets 2025. Ah bah écoute, avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici, pour nos amis les Denver Nuggets, toujours candidats. Pas toujours au bout, pas toujours en finale. Ils n'ont été qu'une fois finalement depuis 4-5 ans, le grand cycle de Jokic, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des trucs un peu où, au niveau construction d'équipe, c'est toujours un peu funky, on va dire. On va pas dire qu'on fait avec des bouts de bois, hein, mais clairement, il y a un renouvellement d'effectifs qui devait être fait. On verra, ça a commencé un peu à être entamé, je trouve, avec Michael Porter Jr. On verra s'il y a des moves par la suite. Mais donc voilà pour le bilan des Nuggets. Et donc, reste plus que 5 équipes. On va entamer les 5 dernières équipes, nos 5 derniers bilans de 2025 et on va commencer demain, prochain bilan avec les Boston Celtics. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Jérémy d'être passé sur le Basket Lab une nouvelle fois. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!